débat du dimanche dans les radios et télévisions où il était régulièrement sollicité. L'audace à fleur de peau, il lance le mouvement 11 millions d'inscrits dont le but pour le moins ambitieux est d'inscrire 11 millions de Camerounais sur les listes électorales. 11 millions d'inscrits sur les listes électorales. Par la suite, il transforme opportunément le mouvement 11 millions d'inscrits en 11 millions de citoyens et se fait investir à l'élection présidentielle pour le compte du parti Univers. Le rêve de ce doctorant en droit, un Cameroun qui l'y protège et libère les énergies. Ladies and gentlemen, please welcome Cabral Libi Lingué. Merci Cabral Libi d'être venu. Bonsoir. Voilà, merci d'être venu pour cette autre émission de Face aux électeurs. Nous sommes ensemble pour 2 heures. Alors, vous avez lancé, je le disais en introduisant cette émission, votre campagne dimanche dernier et c'est peu dire que ce fut un succès. C'était à Douala. Alors, c'est quoi la suite? Mais la suite, c'est la campagne. D'abord, depuis que ce meeting a eu lieu, chaque fois que j'en parle, je me fais le devoir de rendre grâce à Dieu parce que ce que j'ai vu ce jour-là, ces Camerounais qui pour certains se faisaient marcher dessus juste pour m'exprimer leur sympathie. Les forces de police parlent de 15 000 personnes, d'autres estimations parlent du double. Je considérais que depuis 1992, après John Frundi, une telle mobilisation n'avait pas eu lieu. Et aujourd'hui, quand j'entends les anciens qui me disent, depuis 1992, il y en a même qui disent, autour de John Frundi avait une coalition, ça se fait. Je suis qu'un instrument au milieu de tout ça. Je dis merci à Dieu et je remercie tous les compatriotes qui sont venus ce jour-là m'écouter. Vous savez, pour un homme politique, quand il organise un meeting, le premier défi, c'est celui de la mobilisation. Et le deuxième, c'est celui de la réceptivité du message. Et cette réceptivité, on peut l'évaluer par le comportement de ceux qui sont venus. À aucun moment, ils ne sont partis, et même bien après. Même chose incroyable. Non seulement je ne savais pas d'où ils venaient, c'était des Camerounais normaux, on n'a pas les moyens de transporter 30 000 personnes. Mais en plus, lorsque nous avons lancé le fundraising, pour une fois, j'ai vu des Camerounais qui disent nous, on veut cotiser, créant l'émeute, parce que j'ai une pensée pour ceux qui sont allés à l'hôpital. Il y a 3 ou 4 personnes, 3 plus précisément, de jeunes dames qui d'ailleurs sont tombées évanouies à cause des bousculades. Je suis allé les voir, Dieu merci, tout se passe bien. Et créant l'émeute, et surtout que la tribune commençait, l'estrade commençait à s'affaisser un peu parce que tout le monde était monté, j'ai dû arrêter le fundraising. Mais les 10 minutes qui se sont écoulées là étaient suffisantes pour que les uns et les autres balancent quelques billets et que lorsque nous avons compté, ça s'élève à 400 000 francs. Oui, c'est pas mal quand même. Alors, c'est quoi la suite? Non, mais la suite, c'est le terrain. La caravane repart parce que nous faisons ce que nous savons faire pendant cette campagne, la proximité. Donc, nous repartons sur le terrain, est, Adamawa, nord, extrême nord. Et cette caravane est ponctuée de meetings, effectivement. Alors, on a observé quand même une mobilisation sans précédent, hein, que ce soit avec vous ou avec les autres candidats. On peut débattre si on veut sur le niveau de popularité des uns et des autres lors des meetings. Mais ce qu'on a observé également, je peux me tromper, vous me corrigerez, c'est qu'on a l'impression que vous, les candidats, les 8 de l'opposition, vous ne bénéficiez pas d'une sécurité républicaine, je veux dire des forces de police ou des militaires qui doivent assurer un minimum de sécurité pour vous. Est-ce que c'est réel? Oui, en tout cas, en ce qui me concerne, je n'ai pas reçu une sécurité, en tout cas de la part des pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes demandeur? Est-ce que vous êtes demandeur? Parce que je considère que vous êtes quand même, vous et tous les autres candidats à une élection présidentielle, il y a un minimum de sécurité qui doit être assuré pour toutes ces personnes-là face à une foule impressionnante. Tout peut arriver. Je ne suis pas spécialement paranoïaque, mais tout peut arriver. Une fois que moi je serai élu, oui, ça fait partie des premières choses que j'instaurerai. Parce que justement, une personne qui aspire à diriger un pays n'est pas n'importe qui. Oui. Et dans notre cas, nous sommes 9. Vous l'avez dit vous-même. Oui. Donc quelqu'un qui peut être président de la République le mois prochain doit bénéficier de la protection de cette République qu'il prétend diriger bientôt.
Donc c'est la moindre des choses. Oui. Bon, le juriste que je suis sait qu'il n'y a pas un texte, en tout cas peut-être il existe, mais j'en suis ignorant, qui oblige le pouvoir sortant à affecter une telle protection à un candidat. C'est pour ça que j'ai dû prendre des dispositions personnelles pour me faire accompagner d'une garde rapprochée, parce qu'effectivement, vous savez, quand vous allez à une élection présidentielle, autant, je dis encore merci à ces compatriotes qui m'expriment leur sympathie au quotidien, autant on va à l'encontre des intérêts de certaines personnes qui, dans un élan que je ne voudrais pas qualifier, pourraient poser des actes aux conséquences imprévisibles. Bon, j'ai dû prendre ces dispositions, mais je peux quand même vous dire que ce que j'ai vu à Douala, d'ailleurs, ça nous a obligés à arrêter le mouvement que nous avons déclenché pour ajuster un certain nombre de choses. On vous a dit un peu essoufflé après ce premier meeting. Essoufflé, ben non. Ça fait des mois que je suis dans des pérégrinations de sensibilisation. C'est vrai, quand il faut se faire écouter par... Vous savez, c'est un peu psychologique. Oui. C'est vrai, il y a les baffes, mais quand vous voyez la distance qui vous sépare de la dernière personne qui vous écoute, vous vous dites qu'il faut y mettre de la voix, oubliant qu'en fait, c'est amplifié. Oui. En même temps, c'est une première expérience pour moi. Oui. Je le vis avec bonheur. Mais ce que j'ai vu ce jour, je l'avoue, m'a inquiété à un moment. Vous savez, quand vous voyez des gens se marcher carrément dessus, je l'ai dit tantôt, se bousculer, il y en a juste pour vous dire merci, juste pour vous encourager, juste pour vous effleurer. À un moment, vous vous dites, mais quelqu'un de mal intentionné peut effectivement s'infiltrer là et peut-être une piqûre ou quelque chose. Et effectivement, il y avait ce jour, d'ailleurs, il faut le mentionner, l'anti-émeute. Oui. Mais bon, comme il ne s'agissait pas d'une opération d'anti-émeute, effectivement, ils ne pouvaient pas utiliser les instruments anti-émeutiers. Et je dois vous avouer qu'eux-mêmes ne m'avaient pas l'air... je ne dis pas qu'ils étaient débordés, mais heureusement, quand même, nous avions pris des dispositions, les gros bras, comme on dit. Enfin, les gars, ils étaient vraiment forts et ils ont transpiré fort. Ça, je peux vous garantir. Mais je les remercie. Oui. Alors, vous revenez, avant ce meeting de dimanche dernier, vous n'étiez pas au Cameroun, vous revenez d'une tournée qui vous a conduit en Europe, aux États-Unis, en Afrique et notamment au Sénégal, où vous êtes allé vous incliner sur la tombe de Amadou Ahidjo, le premier président de la République du Cameroun. Alors, quel est le sens de cet acte? Surtout du petit-fils, venant d'un petit-fils de Macky Sall. Parce qu'il faut bien préciser que mon grand-père et ses deux premiers fils sont morts au Maquis, et que d'ailleurs mon père à moi a souffert de l'autoritarisme. Alors quel était donc le sens de votre... Non, mais c'est un message de réconciliation qui a été clairement exprimé au travers de ce que nous avons baptisé la déclaration de Dakar, faite sur la tombe du premier président du Cameroun, après que nous ayons exécuté l'hymne national. Je considère que si nous voulons refonder notre nation, reconstruire notre pays, nous devons tourner une page. Mais avant, il faut effectivement de la conciliation et de la réconciliation. Il y a une vérité qui doit être dite. Il faut établir les responsabilités des uns et des autres. Telle est ma posture. Et je dis, en tant que premier président de la République, c'est entre ces jeunes bras, il avait 36 ans qu'est née la République du Cameroun, il a droit à ses honneurs posthumes. Donc j'ai pris l'engagement sur sa tombe de ramener sa dépouille une fois que je serai élu. Et je suis heureux que cela ait enchanté son épouse et ses enfants qui d'ailleurs à la réunion du Radisson Blu sont venus jusqu'aux petits-enfants me dire que depuis qu'il était couché là, jamais il n'avait reçu de tels honneurs de la République. Donc c'est le message de réconciliation, mais qui ne s'arrête pas là. Je précise encore qu'à l'occasion, j'ai dit que j'allais organiser les États généraux de la réconciliation. Et qu'il n'y a pas que sa dépouille que je ramènerai dans un cimetière national et dans un lieu de mémoire que je construirai. Il y a aussi les dépouilles des autres, Ernest Wandji, Osendi Afana et tous les autres, et même anonymes, qu'on pourrait retrouver. Ce serait l'occasion d'ailleurs aussi d'honorer, bien sûr, d'honorer les familles de toutes ces personnes. Il faut un lieu de mémoire. Vous savez, je suis allé m'incliner sur la tombe de Kwame Nkrumah il y a quelques années. Ça n'intéresse peut-être pas beaucoup de gens. Du passage à Atlanta, je me suis incliné devant la tombe de Martin Luther King. C'est des endroits particuliers. Vous vous ressourcez. Alors, et pour la postérité, c'est important d'avoir des lieux de ressourcement dans une nation où les jeunes peuvent s'arrêter et s'inspirer de ceux qui ont vécu avant eux. Alors, revenons un peu à ce cas-là. Vous m'avez vu venir tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas dans votre démarche un attelage au moins curieux, c'est-à-dire que vous allez vous incliner sur la tombe de Ahidjo. En même temps, je vous ai entendu, je pense que c'était à Ezeka, si je ne m'abuse, rendre hommage à Oumniobé et à un certain nombre d'autres nationalistes. Il vous souvient quand même que tous ces nationalistes ont été assassinés par Ahidjo avec la complicité de ses alliés français. Alors,
pourquoi vous célébrez à la fois le bourreau et les victimes? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de curieux ou de contradictoire, d'incohérent dans votre démarche? La réconciliation, Oui. le pardon, ça a quelque chose de curieux et je vous donne raison. Et c'est parce que c'est curieux que ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut une force mentale. Il faut un amour profond du prochain et de la République et de la patrie. Il faut avoir une vision profonde, une réelle projection, une réelle vision pour avoir la ressource mentale nécessaire que j'ai pu avoir. Je vous rappelle que mon père est encore vivant et qu'il m'a toujours raconté que le jour où il devait lui-même être assassiné, il a fait un rêve et il a vu son père à lui, mon grand-père, qui lui dit « On va te libérer le matin uniquement à cause de ces deux enfants. » Et deux enfants parce que je suis jumeau. Et il me dit curieusement, le matin à 5 heures, un policier est venu lui dire, lui il croyait que c'était son bourreau qui venait le prendre pour le peloton d'exécution. Il lui a dit, tu es chanceux, rentre chez toi. D'ailleurs, il n'a jamais compris pourquoi il a été libéré. Il m'a toujours raconté cela. Mais n'empêche, moi je vous le dis donc, fils de cet homme-là, je vous dis qu'il faut reconstruire le Cameroun. Et c'est pour ça qu'il faut dire des vérités. Qu'a fait le président Ahidjo? Qu'ont fait tous ceux qui ont été avec lui. Il faut le dire dans les états généraux de la réconciliation et restituer à chacun la place qu'il doit occuper. Pour le président Ahidjo, premier président du Cameroun, il a sa place dans le sanctuaire de la patrie. Osende Afana, Oumniobe, Wandie et tous les autres, eux aussi, ils ont leur place dans ce lieu de ressourcement, donc dans ce sanctuaire de la République que je construirai et devant les dépouilles de qui? Ces jeunes, la postérité, viendraient donc s'inspirer, se ressourcer. Je veux remettre les uns côte à côte. Monsieur Tanier, c'est ça qu'il faut pour reconstruire la République. D'ailleurs, je vous dis que le président Biya lui-même, au cas où, par la décision divine, il partirait de cette terre avant moi et que je suis président de la République, je prendrai exactement les mêmes dispositions. Vous savez, lui-même, il se dit d'ailleurs que parfois, il craint, c'est pour ça qu'il s'accroche au pouvoir, que les uns et les autres lui règlent des comptes. Je peux le comprendre. Vous savez, quand on a pu mettre ses propres ministres en prison, j'aime envie de dire ses propres enfants, on peut redouter qu'une fois qu'on n'est plus en position de les y maintenir, mais qu'ils se vengent. Et même je lui dis, d'ailleurs j'ai écrit une lettre aux militants du RDPC pour leur dire que vous n'êtes pas différents des autres Camerounais. Vous n'avez pas à redouter les lendemains du changement. Les chantiers de reconstruction du Cameroun sont si énormes et si exaltants qu'en tout cas moi, je ne trouverai pas le temps à pourchasser des gens. Alors, petit rappel historique, 13 septembre 1958, Oumniobe est assassiné. Amadou Ahidjo se trouve en Tui pour une visite, je crois, il devait inaugurer un pont. Il est tellement content de cet acte de l'armée française qu'il s'offre une ample quantité de whisky et également une valse. C'est quand même fort, non? Oui, ça fait partie des choses qu'il va falloir dire. Et c'est notre histoire. Et ce sont ces choses-là qui doivent figurer dans les livres d'histoire. Très bien. Parce que c'est ça notre histoire, avec ses côtés sombres et ses côtés joyeux. Je vous prie de vous installer, Cabral Libye. Merci d'être venu. Mesdames, Messieurs, je vous retrouve dans quelques instants. Ce sera pour le speech du candidat Cabral Libye au Camerounais. À tout de suite. Voilà, retour dans ce studio avec notre invité Cabral Libye Lingé, candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain au Cameroun. Candidat Cabral Libye, vous avez la parole pour 5 minutes. Ce sera pour votre speech au Camerounais. Mes chers compatriotes, mes frères et sœurs, le 7 octobre 2018, vous devrez choisir un nouveau président. Je fais partie des 9 prétendants à ce choix décisif que vous allez opérer. Il est décisif parce que nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons le choix entre un président sortant qui a atteint la maturité et l'hypermaturité de l'âge et qui présente à n'en point douter des signes de fatigue et de soufflement. Et un autre
à la fleur de l'âge, pétri d'envie, de volonté, d'amour pour sa patrie, vous devez décider quel est le choix le plus conséquent. Vous allez en décider. Mais moi, je veux vous convaincre de ce que je suis ce choix-là. Nous sommes dans une société corsetée. Beaucoup d'entre vous se sentent étouffés. Nous avons tous besoin d'un bol d'air politique. Nous sommes asphyxiés. C'est pour cela que je porte la vision du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Le Cameroun qui nous protège parce qu'il est temps que nous nous écrivions une fois pour toutes un contrat social. Dans l'emballement des guerres d'indépendance, dans notre diversité, si nous nous sommes rencontrés derrière l'impératif de nous libérer du joug colonial, nous n'avons pas eu le temps de la concertation nécessaire pour définir notre destin commun. Et c'est pour cela que ce contrat n'existe pas véritablement. Et c'est pour cela que ceux qui ont hérité de l'État colonial n'ont pas compris la charge qui était la leur. Le rôle de l'État, c'est de nous protéger. Le rôle de l'État, c'est pas de nous écraser. Lorsque les tenanciers de l'État sont nos bourreaux, lorsque les tenanciers de l'État nous narguent alors qu'ils ont la gestion du patrimoine commun, lorsque les tenanciers de l'État affichent pour nous narguer davantage l'expérience en nous balançant notre inexpérience, ignorant que justement nous sommes effectivement des élus, nous sommes effectivement des choisis, parce que nous n'avons pas l'expérience de la gabégie, parce que nous n'avons pas l'expérience de l'incompétence, parce que nous n'avons pas l'expérience de la misère ostentatoire, parce que nous n'avons pas l'expérience de la condescendance meurtrière. Oui, c'est de ça qu'il est question. Il faut être gouverné par une personne qui aime les gens. Il faut être gouverné par une personne qui a à cœur de sortir ses compatriotes de la misère. Alors le rôle de l'État, c'est de nous protéger. Nous avons besoin d'une protection sociale. Nous avons besoin d'une protection civile. Nous avons besoin d'une protection sanitaire. Nous avons besoin de nous sentir à l'abri de cette force qu'est l'État. Mais également, nos énergies doivent être libérées. Libérer les énergies, c'est amener les compatriotes à accéder à la propriété. Nous sommes misérables alors que nous vivons sur la richesse. La première, elle est foncière. Pourquoi nous avons hérité des terres de nos pères, mais nous ne pouvons pas avoir de titre foncier? Voilà la vision qui se décline en 11 axes. Et ces 11 axes, je l'espère, nous aurons le temps de les expliciter devant vous. Merci à tous d'être là ce soir. Voilà, merci pour ce propos liminaire. Entrons dans le dur de cette émission. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est que votre argument de campagne semble être votre jeunesse et votre allié politique Prosper Nkumbondo, le leader du Univers, l'a encore repris dans la préface de votre projet de société. Alors, à votre jeunesse que vous brandissez comme argument de campagne, le candidat sortant, je suppose que c'est votre principal adversaire, le président sortant Paul Biya, vous oppose la force de l'expérience. C'est un peu plus rassurant l'expérience que la simple jeunesse, vous ne trouvez pas, hein? D'abord, je note pour être enchanté que vous dites que mon principal adversaire, c'est le candidat sortant. Ben, je crois. Je vous le concède volontiers. Et c'est justement deux extrêmes qui s'affrontent. Il y a l'ancienneté avec ses échecs et il y a la nouveauté, du neuf avec la volonté de bâtir. L'inexpérience, l'expérience de 20 mots. Mais de quelle expérience on parle? L'expérience de la situation actuelle, d'un pays qui a atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, il y a 12 ans seulement, et qui affiche aujourd'hui, selon la note de conjoncture économique de la CAA, 6 528 milliards de dettes, 32% de son PIB. De quelle expérience on me parle? De l'expérience de sous-emploi criard? De quelle expérience on me parle? Des hôpitaux devant les cours desquels on éventre des malades? De quelle expérience on me parle? D'une présidence gabégique, d'un État outrancièrement dispendieux, d'un personnel public, d'autorités publiques, condescendants, méprisants, qui ont perdu toute crédibilité, qui n'arrivent même pas à garantir ce qui était leur seul fonds de commerce, la paix.
C'est de cette expérience que vous me parlez. Et moi, j'ai envie de vous dire que j'ai l'épaisseur et l'étoffe nécessaires acquises au bout de 14 ans de travail politique, dans le militantisme, parfois derrière des causes perdues. Et j'ai ma volonté. Cette volonté que j'ai exprimée en sortant de l'anonymat, un 27 avril 2004, lorsque certains me découvraient pour la première fois à la une des journaux, comme jeune étudiant, porte-parole de 1000, plus de 5000 étudiants contre la réélection du régime actuel. J'avais vu juste. Et depuis lors, j'attendais patiemment, en me préparant, en rédigeant mon projet de société, en militant, en me faisant connaître par mes compatriotes, en leur apportant la preuve de mon attachement à la patrie. Eh bien, il y a 3 ans, j'ai eu l'âge d'être président. Et ce peuple-là n'a pas hésité à me demander et à me soutenir pour que je sois là devant vous parmi les 9. Nous éviterons de revenir sur des sujets qui ont déjà suffisamment été abordés. Votre passé estudiantin, de leader estudiantin. Parlons de la politique. Si vous voulez. Vous l'avez, sur le plan politique, vous l'avez souvent rappelé à l'envie. Votre objectif, c'est de mettre fin au Sénat, qui, selon vous, est un gouffre à sous. Et à la place du Sénat, vous voudrez économiser environ 14 milliards de francs CFA par an. 12, précisément. Le budget du Sénat cette année, c'était 14 milliards. Cela a un tout petit peu évolué. Donc, entre 12 et 14 milliards, disons ça comme ça. Mais dans le même temps, vous voulez créer à la place du Sénat une chambre consultative des anciens et des patriarches. Et donc je peine à comprendre un peu quel serait le rôle. Est-ce que cette chambre consultative des anciens et des patriarches ne sera pas également un autre gouffre à sous? Il faudra que cette institution fonctionne. Est-ce que vous ne remplacez pas, vous ne déshabillez pas simplement Pierre pour habiller Paul? Monsieur Tanier, nous sommes en Afrique. Et la tradition, elle a du sens. Ceux qui nous gouvernent, effectivement, et ça vous affecte, n'ont pas donné le respect que cette tradition mérite. Parce qu'elle fait notre identité. C'est pour ça que le pouvoir sortant a auxiliarisé les chefs traditionnels. C'est pour cela, en réalité, que les chefferies traditionnelles ont été vilipendées. Moi, je vous dis que je fais la réforme de la chefferie. Je fais de la chefferie le sanctuaire de notre culture, de nos traditions. Vous savez, je suis très attaché au ressourcement. Je suis très attaché à cela. Et c'est pour ça que je vais désauxiliariser les chefferies et les chefs traditionnels. Comment fonctionnerait? Maintenant, oui. Je vais vous dire, le Sénat est un gouffre à sous, cela ne fait, le juriste que je suis pourrait vous l'expliquer. Quelles sont ses attributions spécifiques? Il n'y en a pas. D'abord, par abus, on traite cette chambre de chambre haute, alors que, constitutionnellement, dans le travail parlementaire, elle n'a pas le pouvoir du dernier mot. Ni en cas de rejet, ni en cas... Écoutez, de toute façon, ce n'est pas la peine d'y revenir. Et du coup, comme on a pu le constater, c'est un reposoir. C'est un lieu d'affectation d'anciens amis ou de retraités. Bon, écoutez, ce n'est pas mauvais en soi. D'ailleurs, j'ai un plan pour les retraités, on en parlera tout à l'heure. Mais moi, je dis ceci. On peut très bien faire des économies avec cela, surtout quand on sait la gabegie avec laquelle ce Sénat a été dirigé jusqu'ici. Allez vous renseigner sur le coût de la réhabilitation du logement du président du Sénat. Ça, on en reparlera. Donc, je dis ceci. J'annule le Sénat, je fais la réforme constitutionnelle. Sur les 15 milliards à peu près de budget, 3 seront prélevés, ça répond à votre question, pour faire fonctionner la chambre consultative des sages, des anciens et des patriarches, qui aura dans le rôle de publier 3 fois par an un rapport sur la marche de la nation par lequel ils nous diront leurs sentiments sur la préservation des bornes de notre identité, de nos cultures, de nos traditions. Les 12 milliards d'économies donc que je ferai, une moitié, 6, seraient virés au fonds de viabilisation des médias, viabilisation économique et même juridique par ailleurs, et puis au fonds de développement de la start-up. Vous voyez donc que je prélève cet argent des anciens pour le donner aux jeunes. Mais la fonction justement de cette chambre, elle réside dans la volonté de préserver l'esprit de seniorité qu'il y a derrière le Sénat depuis les cités grecques. Et c'est pour cela qu'on y met les anciens. On en a absolument besoin que dans ce pays, eu égard à l'évolution que nous impose la vulgate macluaniste de la mondialisation, que nos bornes soient protégées. Alors, et comment vous sélectionnez vos anciens et vos patriarches? Non, mais c'est dans le cadre d'un conclave. Il faut respecter les anciens, il faut respecter les patriarches.
On va simplement leur Est-ce que dire... les anciens ne sont pas déjà bien là où ils sont? Ils sont chefs traditionnels. Vous avez parlé de redonner, de désauxiliariser, entre guillemets, la chefferie traditionnelle. Les chefs, ils n'ont pas besoin de l'administration pour fonctionner, non? Non, j'ai compris maintenant. Vous Oui. vous exprimez au présent continu. Oui. Parce qu'ils ne sont pas bien là où ils sont maintenant, en réalité. Mais ils seront bien, c'est ce que vous avez voulu dire, dans le schéma que je propose. Effectivement, parce que je les aurais désauxiliarisés et que j'aurais viabilisé les chefferies. Effectivement. Mais ils seront très bien là-bas. En revanche, comme ils doivent être 100, et c'est ça le nombre, dans cette chambre consultative, avec une rotation tous les 3 ans, on va laisser aux chefs, comme cela se fait dans nos pratiques coutumières, d'entrer en conclave et de choisir parmi eux ceux qui doivent être représentés. Je vous demande de prendre, je vous prie de permettre qu'on prenne la première question de cette émission. Annick Marguerite, qu'elle s'appelle. Bonsoir madame, vous levez, vous posez votre question s'il vous plaît. Bonsoir monsieur Jean-Pierre Panier. Bonsoir. Bonsoir monsieur Ludi. Bonsoir madame. Bonsoir chers téléspectateurs. Bonsoir. Bon, je suis... Bon, en l'occurrence, eux sont spectateurs. Hein. Bon, spectateurs. Je suis Anvou Marguerite Annick, prestataire de service. Je réside à Yaoundé. Et ma question est la suivante. Monsieur Luby, vous êtes... bon, la jeunesse est votre carburant. La jeunesse est votre carburant et votre popularité a été propulsée dans les réseaux sociaux par une jeunesse complètement digitalisée. Alors, ma question est la suivante. Quelle place le digital aura dans votre projet de société? Une place prépondérante, madame. Merci pour votre question, madame. Merci, madame Anvou. Madame Annick Marguerite. Merci pour votre question. Vous dites qu'effectivement, ma popularité a été propulsée par le digital. Mais j'en suis enchanté, madame. Je fonctionne avec les outils de mon époque. Et justement, vous avez le devoir de choisir le 7 octobre prochain un président qui peut allumer un ordinateur, qui a un compte WhatsApp, qui est sur Facebook et qui n'apparaît pas sur Twitter une fois les 7 ans. Encore que c'était la première fois de sa vie. En l'occurrence, pour celui qui est sortant. Donc ça, c'est déjà pour vous quelque chose de motivant. Mais pour répondre clairement à votre question, si vous avez parcouru mon projet de société qui est justement téléchargeable sur Play Store, vous avez vu que sur le 3e axe, c'est intitulé « Une économie de croissance portée par l'agriculture, l'agro-industrie, le numérique, le tourisme », mais je m'arrête, je pourrais ajouter la diaspora également, les investissements, dont le numérique. Je considère que c'est un levier de compétitivité. En 2018, c'est un pôle de compétitivité. C'est pour cela que je mets un accent particulier sur la start-up. Mais avant cela, parlons de la numérisation de l'État. Madame, vous savez, nous sommes encore dans un pays où quelqu'un peut mourir à 10 heures parce qu'il vous brandit un acte de décès et vous le voyez passer dans la rue 2 heures après. Il a subitement un nouveau nom et même probablement une nouvelle carte d'identité. C'est parce que les données ne sont pas sécurisées. On est encore dans un pays, madame, où un professeur de lycée qui séjourne à Marois doit parcourir 1600 km pour venir suivre un dossier, alors que ça aurait pu être possible par son téléphone. Mais c'est incroyable. C'est d'un autre âge, même, parce que nous avons un président d'un autre âge, effectivement. Donc, je vous dis, madame, que nous allons numériser l'État, parce qu'il n'y a pas un seul pays au monde aujourd'hui, exemple du Rwanda, Angola, qui aspire au développement, qui aspire à l'émergence, et qui ne place pas la numérisation au cœur de l'action publique. Donc, au-delà de cela, je vais donc tous les ans faire émerger 100 start-upers avec le volet numérique, effectivement, dans la start-up. D'ailleurs, vous ne savez peut-être pas qu'au Cameroun, la nomenclature juridique ne protège pas l'invention des process informatiques. Donc, nous allons réviser la loi pour cela. Et nous disons donc qu'on va mettre en place un fonds de développement du numérique qui sera donc financé progressivement à hauteur de 50 milliards pour permettre donc aux jeunes de vivre, de créer de la richesse et de trouver de l'emploi avec les outils de leur époque. Alors, dans votre projet de société, vous parlez d'humaniser la justice et l'environnement carcéral. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les deux vont ensemble. Oui. L'environnement carcéral, je préfère commencer par là. Oui. Non, mais je commence même par la justice. Commençons par l'amont. Faites. Comme je disais du numérique tout à l'heure,
aucun pays au monde ne peut se développer s'il n'y a pas une justice fiable. Actuellement, tel que vous avez vu l'enquête Afrobaromètre, toutes les autres enquêtes sur la corruption, vous voyez la place qu'elle donne à la justice. La justice camerounaise, elle est réputée corrompue. Ça insécurise le citoyen qui ne se sent plus protégé et ça fait fuir les investisseurs. Rapport CNUSET 2017, 1,9% d'augmentation d'investissement direct étranger. Oui. C'est pas possible avec une mauvaise justice. Je dis donc ceci. 1. Pour l'humaniser, on va sortir la magistrature debout de la subordination du ministère de la Justice. On va créer un avocat général d'État qui sera d'ailleurs élu par ses pairs pour un mandat équivalent à celui du président de la République. 2. Nous allons mettre en place une commission de surveillance du travail de la magistrature et qui sera donc en fait une commission mixte avec société civile, les magistrats, les avocats. 3. Nous allons changer le statut de l'avocat. Et là encore, je pourrais vous égrener un certain nombre de choses. Parce que qui dit justice, dit défense. Oui. Et lorsque la situation de l'avocat est désastreuse, comme c'est le cas actuellement, les citoyens sont mal défendus. Souvent, les avocats, à cause de la précarité, se retrouvent dans une situation de subordination. 4e élément, l'accès à la justice. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en matière civile au Cameroun, lorsque vous revendiquez un remboursement ou un dédommagement, on vous demande de payer 6% de consignation. Peut-être vous n'y avez jamais eu affaire. 6%, ça a l'air petit. Lorsqu'il faut revendiquer 60 000, c'est 6 000 francs. Mais le jour où vous avez une créance de 600 milliards de francs CFA, il vous faudra trouver 600 millions. Vous ne les trouverez jamais. Et du coup, ça donne lieu à une autre forme de corruption. J'y mettrai fin. 5e élément, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature en sectionnant effectivement les formations. 6e élément, le statut du magistrat. On ne le dit pas suffisamment, le magistrat camerounais est l'un des moins payés d'Afrique, voire du monde. Voilà donc, Monsieur Tagné. Et 7e élément, et ça on ne peut pas l'oublier, je vais créer des juridictions économiques avec le principe du privilège du créancier. Madame, vous êtes opératrice économique, il paraît. Vous savez la difficulté qu'il y a au Cameroun à se faire payer lorsqu'on est prestataire. Mais alors, je vais instaurer un système simple. Un juge économique, si vous n'êtes pas payé au bout d'un certain temps, vous saisissez le juge qui rend une ordonnance sur la base du principe du privilège du créancier, de telle sorte que la corruption qui veut actuellement que parfois votre créance, qui elle est là depuis longtemps, soit oubliée au profit d'une créance nouvelle parce que les gens sont passés par des dessous de table. Vous voyez que la justice, en ce moment-là, la réforme que je propose, c'est intimement lié à l'activité. Alors, je vous présente un tableau de la situation carcérale au Cameroun. Alors, la prison centrale de Maroua, par exemple, qui a été construite pour accueillir moins de 500 détenus. Aujourd'hui, elle en compte 1890, selon des chiffres qui datent de 2017. La prison centrale de Yaoundé-Kondengui, qui avait été construite pour 800 prisonniers. Aujourd'hui, elle en compte 4550. Ce sont les chiffres les plus récents. À Newbel, la prison également, aujourd'hui, a pratiquement 5 fois plus de détenus que l'espace qui leur avait été réservé. Alors, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème de surpopulation carcérale? Alors, j'aime bien les exemples que vous avez pris. La prison de Newbel, elle est mitoyenne au marché. La prison de Garoua, elle est contiguë à la Béactir. Quand même, ça vous arrache d'ailleurs un sourire. Non. Vous savez, au moment où les prisons ont été construites, effectivement, ces zones n'étaient pas urbanisées. Donc, ça commence à poser effectivement aujourd'hui un problème. Parce qu'effectivement, on ne peut pas les élargir. Elles n'ont pas été prévues pour autant de population. Donc, on ne peut plus les élargir. Aujourd'hui, il faut les construire en périphérie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, le rôle de l'emprisonnement ou de la privation de liberté. Quel est l'objectif en fait? C'est de resocialiser la personne. Les lieux de détention ne doivent pas être des lieux où empire la criminalité en réalité. Parce que à cause de la surpopulation carcérale, les prisonniers ne sont plus contrôlés. Du coup, les prisons sont devenues des lieux, des repères avec AI, de dealers et toute autre forme de mafia. Comment sortir donc de cette surpopulation? Non, il faut privatiser. Et d'ailleurs, c'est le modèle que moi je propose. Et en cela, je tends la main aux opérateurs économiques et surtout aux compatriotes de la diaspora. Il faut aujourd'hui construire des prisons rentables. Je considère que les personnes qui sont en prison peuvent mener des activités économiques, qui peuvent mettre d'ailleurs, et ça c'est le côté humain, de rémunérer même un peu leur famille. Et même de préparer leur réinsertion
par des économies qu'il ferait par des activités. Donc, moi, je suis pour une prison au sein de laquelle, d'ailleurs, à Kondengui, pour parler du cas d'ici, c'est même un peu prévu. Je considère qu'on peut former, d'ailleurs, aujourd'hui, on a d'ailleurs de grands enseignants dans des prisons. On pourrait effectivement les occuper à former, et de toutes les spécialités, d'ailleurs, pour parler de celle de Kondengui. On pourrait, et je ne le dis pas pour rire, je dis, je suis sérieux. On pourrait aujourd'hui les occuper à former les jeunes Camerounais. Donc, il faut construire d'autres prisons. Mais il faut aussi, on n'en parle pas suffisamment, la situation du gardien de prison. D'abord, entre des disparités injustes, entre le sous-officier et l'officier, entre le gardien de prison médecin et celui qui n'est pas médecin, mais surtout les conditions de travail. Il y a un ratio qui est connu. C'est un gardien de prison, M. Tagne, pour 3 prisonniers. Vous êtes aujourd'hui dans des ratios qui ont explosé. Mais plus grave, lorsqu'on leur donne de vieilles Kalachnikov qui ne percutent plus, lorsqu'ils n'ont même pas de dispositif anti-émeute, lorsqu'ils n'ont même pas de genouillère, lorsqu'ils n'ont même pas de casque. Imaginez un seul instant qu'une émeute éclate dans une prison et ça arrive constamment. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'enfuir. Alors, vous ne faites pas beaucoup cas des magistrats parce que lorsqu'on fait des statistiques aujourd'hui, on se rend compte que pratiquement 70 à 80% de personnes qui peuplent les prisons aujourd'hui sont des prévenus, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas encore été définitivement jugés et condamnés. Tout ça, selon les experts, parce que des magistrats ont une certaine légèreté à prononcer des mises sous mandat de dépôt, alors qu'en matière pénale, le principe c'est la liberté et l'exception c'est l'incarcération. Qu'est-ce que vous faites pour combattre cette légèreté avec laquelle certains magistrats mettent les gens sous mandat de dépôt? Si vous ne m'aviez pas interrompu tout à l'heure lorsque j'égrenais les mesures pour la justice, je serais arrivé à cela. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais mettre en place une commission de surveillance des magistrats. En fait, là, vous parlez de détention abusive. Mais il y a aussi des décisions de justice fantaisistes. Vous savez, à cause de la corruption ambiante, mais je vous l'ai dit, dû en partie au traitement, vous savez, un magistrat, il doit sauver la face. Quelqu'un de respecté en société. Et lorsque lui n'a pas de voiture et que parfois le commandant de brigade, le maréchal de logis du coin a la voiture, il faut bien qu'il se rattrape un peu. Ça, c'est des choses sur lesquelles on passe souvent très rapidement. Mais pour en venir rapidement à votre question, c'est simple. Le changement de grade sera fonction aussi de la qualité de la justice rendue. Donc, les magistrats, au compte de qui on aura un nombre inconsidéré de détention préventive. Des magistrats au compte de qui on mettra un nombre élevé de décisions réformées en appel. Parce qu'à cause de la corruption aujourd'hui, c'est un phénomène bizarre. Parfois, on rend une mauvaise justice et puis on se dit, allez vous débrouiller en appel. Et bien, pour changer de grade désormais, ce ne sera plus automatique que je réponds à votre question. Cette commission d'évaluation et de surveillance tiendra compte de tous ces éléments. Alors, ce n'est pas faute d'avoir essayé de combattre la surpopulation carcérale. On doit la vérité de dire quand même que le gouvernement, dans le tout nouveau code pénal, a prévu des peines alternatives qui peuvent être une solution à la lutte contre la surpopulation carcérale. Alors, il faut simplement mettre cela en œuvre, non? Ça s'inscrit dans le prolongement. D'abord, le nouveau code pénal a connu beaucoup d'avancées, c'est vrai, quelques régressions aussi. Celles-là, notamment avec les peines alternatives, qui sont, et il faut le saluer, une mesure effectivement qui va régler en partie le problème de la surpopulation carcérale, même s'il ne suffit pas de l'annoncer dans un code, parce qu'il y a toute une chaîne de mesures d'accompagnement qu'il faut mettre à l'actif, parce qu'une fois qu'ils sortent, lorsqu'ils vont réaliser cela, il faut encore une population de surveillance, c'est-à-dire de gardiens de prison qui puissent les surveiller. Donc je suis absolument d'accord. D'ailleurs, il y a d'autres mesures qui sont bonnes. Donc on va simplement améliorer. Il y a un dispositif qui existe, on va l'améliorer, on va continuer dans cette voie. Alors avant, vous voyez que je ne suis pas un nihiliste. Oui. Avant d'accueillir Stéphane Akwa pour la suite de cette émission, je rappelle, lorsque je préparais cette émission, que j'ai eu à connaître du cas d'un prisonnier qui en ce moment à la prison centrale de Kondengui, un certain Jules Omer Tchenkam, qui serait en détention provisoire préventive depuis 10 ans. C'est fort, ça. C'est absolument abject. Mais quel est le magistrat qui l'a fait? Il serait là depuis 10 ans. C'est ça la vraie question. Il attend toujours. Quel est le magistrat qui l'a fait? Mesdames, Messieurs, je vous propose de prendre une petite pause, 5 secondes, ce n'est pas long, juste le temps d'accueillir Stéphane Akwa.
Voilà, retour dans ce studio pour la suite de cette émission. Cabral Libi, je vous présente Stéphane Akoa. Il est chercheur à la Fondation Paul Ango et là, chroniqueur à Kalak FM 94.5. Ici à Yaoundé, Stéphane Akoa, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Cabral Libi. Bonsoir, monsieur Akoa. Je vous laisse avec le candidat Cabral Libi pour 25 minutes. Le jour de la passation de service, j'allais dire, vous voyez comme on est souvent déformé par nos procédures administratives, le jour où vous allez prendre le pouvoir et venir à Etoudi, le palais qui est juste derrière nous, quand vous serrez la main de M. Biya, qu'allez-vous lui dire? Je lui dirai bon courage pour la suite, parce qu'il aura sa place dans le conseil des sages, des anciens et des patriarches, cumulativement avec celle que la Constitution lui réserve au Conseil constitutionnel. Il aura une retraite occupée. Votre projet, c'est de refaire le portrait d'un avenir étatique que vous qualifiez pour plus tard de plus incisif. Je voudrais qu'ensemble, on essaie d'échanger sur 2-3 considérations. On parlera de culture. On en a rarement parlé avec nos invités, mais c'est l'occasion. Vous avez insisté là-dessus, donc ça serait intéressant effectivement qu'on en discute, que l'on partage ensemble un certain nombre de considérations et des éléments sur cet aspect-là de la vie aussi, parce qu'il n'y a pas que l'économie, il n'y a pas que le social, il y a aussi le culturel qui fait une nation. Et je voudrais également qu'on parle un peu d'éducation, d'université éventuellement, quoique. Mais d'abord et surtout, je voudrais faire part d'une préoccupation. Vous êtes jeune, c'est un élément que vous revendiquez fortement, c'est un argument sur lequel vous établissez une partie de votre projet, mais vous dites vous-même que vous n'êtes pas un nihiliste, vous voulez le dire à l'instant, et je ne sais pas s'il y a une bonne combinaison entre la jeunesse, que l'on suppose fougueuse, pleine d'envie justement de renverser l'ordre établi, de modifier les choses telles qu'elles ont été constituées aujourd'hui, et cette façon que vous avez de vouloir finalement à la fois conserver les acquis, c'est important, mais aussi vous appuyer sur la tradition, et beaucoup dans l'entretien avec Jean Bruno jusqu'à présent, faire une place très grande aux anciens, à la mémoire, aux souvenirs, que sais-je encore. Alors êtes-vous un futur jeune président, jeune dans tous les sens, ou un futur jeune président, mais un peu vieux par certaines considérations? Non, je suis un jeune président sage. Parce que, justement, on a tort de croire que des questions de tradition, des questions culturelles incombent ou alors ne concernent que les anciens et les vieux. Je ne construis pas un pays qui oppose la jeunesse à la vieillesse ou aux anciens. Il faut qu'on se comprenne très bien. C'est vrai, 65% de la population camerounaise, c'est moins de 45 ans. Et je considère que la nomenclature étatique doit refléter ce cadrage démographique. Ce n'est que justice générationnelle, vous dirais-je. Mais je considère également que nous sommes tenus en asphyxie par une ancienneté qui ne s'est pas modernisée. Elle est bloquée sur les archaïsmes. Et nous, jeunes, nous étouffons. Donc nous voulons prendre notre destin en main. Ce d'autant qu'en la matière, ce ne serait pas nouveau sous le soleil camerounais. Je rappelle quand même que les soleils des indépendants sont brillés sur une génération de jeunes Camerounais pétris de talent qui prenaient d'assaut les édifices publics pour y faire valoir leur savoir-faire, le colon étant parti. Ils avaient 36 ans, c'est le cas du président Idio. En 68, il avait 35 ans. L'actuel président, mais déjà il était secrétaire général de la présidence de la République, cumulativement avec directeur du cabinet civil, c'est-à-dire Ferdinand Ngongo et monsieur l'autre cumulé. Vous voyez un peu l'image que ça donne. Donc je pense qu'il faut revenir aux sources, justement. Il faut reconstruire le Cameroun. On est en réalité comme reparti en arrière. Et il faut aujourd'hui une génération à la fleur de l'âge, dans sa vélocité, dans son intrépidité et toute sa volonté, mais en se ressourçant auprès de bons anciens. Parce que ce qu'on ne dit pas, M. Akoa, c'est que la mauvaise graine ancienne a placé sous l'éteignoir la bonne graine.
Et moi, j'ai d'ailleurs engagé mes équipes à faire ce travail, à faire un recensement des bons vieux. Vous savez, j'en ai décelé quelques-uns. Je pourrais vous prendre un exemple. Des bons vieux. Et il est connu aujourd'hui, il y a un avocat très brillant, pour ne pas exposer les uns et les autres, qui vient constamment sur vos plateaux de télévision. Il est enseignant à l'UQAM. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que son papa était un magistrat qui, en 1992, avait refusé de proclamer les mauvais résultats, les résultats falsifiés. Depuis lors, c'était la descente aux enfers. Donc, ces personnes, nous sommes allés les rencontrer. Et d'ailleurs, cette injustice s'est poursuivie même au début des années 90. Souvent, vous croisez un jeune, vous lui demandez qui est Albert Moukon. Il ne peut pas vous dire. Qui est en réalité Henriette Ekwe. Il ne peut pas vous dire. Qui est en réalité Yondo Black Mandenge. Il ne peut pas vous dire. Les acteurs, ceux-là qui se sont sacrifiés. D'ailleurs, je salue M. Djokam Tchamini qui m'a passé un coup de fil bienveillant il y a quelques jours. C'était le jour du meeting de Douala pour me dire ses encouragements. Ces personnes qui ont lutté pour que nous, aujourd'hui, effectivement, nonobstant les pesanteurs qui demeurent, nous puissions nous asseoir là, profiter, tirer grand profit de cette démocratie. Les nouvelles générations ne les connaissent pas. Je pense qu'il y a une justice à rétablir. Et ce sont ces vieux-là. Mais on ne va pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour chasser les mauvais vieux. Écoutez, tout le monde a sa place, mais là où il la mérite. Je suis peut-être dans la catégorie des vieux, mauvais ou bons, je ne sais pas. En tout cas, j'ai un âge, c'est à évaluer éventuellement sous une nouvelle présidence. Mais justement, mon âge me permet de considérer qu'à une époque, dans nos lycées et nos universités, il n'y en avait peut-être qu'une, certainement c'est ceci qui expliquerait cela, les conditions de formation étant meilleures, les jeunes qui en sortaient étaient, on dirait, de bons produits pour justement rentrer dans l'administration ou s'engager dans d'autres secteurs d'activité. Aujourd'hui, je ne pense pas que mécaniquement, on doive ainsi considérer qu'être jeune est une indication essentielle sur un CV et qu'être jeune permettrait de bien faire le boulot qu'un vieux ou un moins vieux n'arrive peut-être pas si bien que cela à faire aujourd'hui parce qu'il a les conditions que vous avez si bien réussi à décrire, mais aussi parce qu'il y a les éléments liés à la formation qui empêchent aujourd'hui des jeunes Camerounais d'avoir les compétences, les aptitudes de ce que le monde aujourd'hui exige pour vous voulez affronter dire des que réalités. nous sommes dans une génération de jeunesse intellectuellement dévaluée? Je ne ferai pas ce procès-là rapidement. Je voudrais dire que vous insistez sur la transmission, et c'est important, les anciens qui doivent transmettre un savoir aux jeunes. Mais aujourd'hui, si on met à la retraite tous les fonctionnaires qui ont l'âge d'y aller, qui ont débordé cet âge. Je n'ai âge, pas dit. D'ailleurs, je vais rallonger l'âge de la retraite, je l'ai dit. Jusqu'à À 62 ans, vous l'avez Mais voilà, souligné. vous êtes bien informé de ce que... Oui, j'arrive à lire encore ce que vous écrivez, d'ailleurs, qui est très bien écrit. On en parlera pour dire justement, pour moi, il me semble qu'il faudrait d'abord bien former ceux qui seraient appelés à servir le projet que vous avez défini, et pas simplement dire qu'il faut mettre des jeunes pour faire mieux que les moins jeunes. Ben, je ne l'ai jamais dit. Je viens de vous le dire et je le réitère encore, que nous allons construire une république qui n'oppose pas les jeunes aux vieux, mais qui construit un savant maillage entre les bons anciens et les jeunes pour rattraper justement ce que vous dites. Je vous donne raison en partie, même si je dois le reconnaître, il y a, et vous le savez aussi, il y a des exceptions. On est obligé de reconnaître que M. Jean-Bruno Tagne est jeune et qu'il est un talentueux journaliste. Je ne le dis pas pour le flatter, c'est la réalité. Merci. Il est donc le produit de cette école-là que vous évoquez. Il est le produit aussi de cet environnement de mauvaise formation. Donc, il y a, j'ai envie de dire, des rescapés. Il y a aussi un autre élément qui est important. Vous savez, tout ne se limite pas à la scolarisation, justement. Ou alors, il y a une scolarisation familiale, il y a une scolarisation sociétale. Lorsque les modèles que vous érigez dans une société sont des modèles de vol, de banditisme, d'antipatriotisme, mais que voulez-vous que cette jeunesse soit? On est quand même dans une société où un parent fuit son fils médecin parce qu'il sait comment il l'a mis à la faculté de médecine. Voilà ce que, heureusement, vous n'y êtes pas encore totalement, mais certains mauvais vieux font. Voilà la réalité camerounaise. Et c'est ça que nous voulons réparer. La vérité, M. Akwa, c'est que la jeunesse camerounaise, nonobstant ce que vous dites, elle a su s'adapter. Vous savez, vous connaissez la chanson. On ne vous a pas laissé. C'est un jeune qui l'a chanté. Et qu'est-ce qu'il dit en filigrane? Il fait une description, certes, un peu caustique de la société,
dans un air dansant, où il dit en réalité à une génération, vous nous avez tellement abandonnés, vassalisés, clochardisés, que nous avons appris à vivre sans vous. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont bons, ils sont compétents. Moi, j'ai pu le découvrir dans 11 millions de citoyens, justement. 11 millions d'inscrits, 11 millions de citoyens. D'ailleurs, la dame disait tout à l'heure, j'ai été digitalisé. D'ailleurs, quelqu'un m'a aussi dit que le meeting du dimanche dernier, en réalité, il y avait un logiciel qui a augmenté la foule. C'est pour ça qu'on voyait des gens partout. Oui, enfin, il y a un logiciel qui fait ça. Mais apparemment, je suis sorti quand même de Facebook. Et désormais, les jeunes qui m'accompagnent aussi, pour aller voter et choisir un président qui nous ressemble. C'est ça la différence. Nous sommes donc justement fatigués de cela. Nous sommes allés nous ressourcer auprès de bons anciens, qui nous donnent de bons conseils. Aujourd'hui, 11 millions de citoyens univers ne vous révèlent pas tous les visages, justement. Parce que nous avons la chance d'être accompagnés de personnes comme le professeur Kumbondo, qui le dit à l'envie. Il vous dit, moi, j'ai 53 ans, mais j'ai décidé de donner une chance à la jeunesse. C'est de ça qu'il s'agit. Vous serez étonné au soir, ou si vous voulez, au matin du 2 novembre, date probable de prestation de serment, de voir, non pas seulement des jeunes, mais une bonne brochette d'anciens, mais de vrais et de bons anciens. D'ailleurs, c'est pour ça donc, que vous installez une chambre des vieux, mais pas une chambre des jeunes. Je n'ai jamais douté de votre perspicacité. Voilà. Et dans les éléments institutionnels auxquels vous pensez, j'ai trouvé une phrase qui m'a intrigué. Vous parlez d'adapter le régionalisme à la camerounaise. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de camerounais dans un régionalisme selon votre conception? Je n'ai pas très bien saisi. Ce serait peut-être l'occasion de mieux m'expliquer cette partie-là de votre programme. Non, c'est le régionalisme camerounais qui tient compte de nos réalités. La particularité avec le régionalisme, c'est qu'effectivement, il s'adapte aux réalités des États, à la culture des États, à l'histoire des États. Le régionalisme italien n'est pas le régionalisme espagnol. Les nuances parfois sont profondes. J'ai pu l'expérimenter par moi-même lorsque j'ai eu l'occasion d'aller dans ces pays-là. Donc, le régionalisme camerounais, de mon point de vue, doit tenir compte de notre diversité. Parce qu'en réalité, l'identité du Cameroun, c'est sa diversité. Une multitude d'ethnies. Et moi, je veux placer la commune au cœur du projet de développement. Et je dis, dans ces communes, nous serons scolarisés en langue nationale. Nous allons mettre en avant notre richesse culturelle, notre richesse coutumière, notre richesse traditionnelle. Et il ne s'agit pas seulement d'un régionalisme, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a aussi la Chambre consultative des anciens. Il ne s'agit pas d'un régionalisme mimétique, simplement, mais il s'agit d'un régionalisme qui tient compte des aspirations aujourd'hui du peuple anglophone, qui est nostalgique du fédéralisme qu'il y a eu entre 61 et 72, en est, pour les extrémistes, à demander l'indépendance, oubliant, à cause des vicissitudes du pouvoir sortant, qu'avant le 4 mars 1916, ou si vous voulez, avant 1884, date de signature du traité germano-douala, nous étions une communauté qui vivait paisiblement. On ne distinguait pas entre les francophones et les anglophones, mais nous étions Menjumba, à côté des Bakwiri, des Bassa, des Bafia, et que cela ne posait jamais problème. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Je comprends très bien, mais je vois aussi que cela signifie que pour l'instant, en tout cas, c'est ainsi que j'interprète votre projet, vous ne bousculez pas les nomenclatures pratiquées jusqu'à présent, on conserve le terme région, on a les arrondissements, les villes essentielles restent les villes essentielles du dispositif actuel. Il y a quelque part un respect, alors vous avez dit, je le répète, vous n'êtes pas nihiliste, vous ne cassez pas ces codes-là pour en faire justement, par la nouveauté des divisions, ou des regroupements ou des institutions, quelque chose qui trancherait et qui permettrait de rentrer éventuellement, je ne sais pas si c'est votre souhait, dans une nouvelle république. Monsieur Akwa, je ne suis pas un jeune agité. Je ne viens pas mettre la République sens dessus, dessous. Et permettez-moi d'apporter un petit aménagement dans votre discours. Je préfère encore que vous disiez que je respecte la nomenclature proclamée, non pas les pratiques actuelles, mais les proclamations actuelles. Parce que le régionalisme que vous évoquez, la région que vous évoquez n'est pas pratiquée au Cameroun. Elle est proclamée dans la Constitution de 96. Je rappelle encore que la région, au sens de la décentralisation, n'existe toujours pas. C'est la région au sens de la déconcentration qui existe. C'est pour ça qu'on a à sa tête un gouverneur.
La région, au sens de la décentralisation, c'est elle que je veux mettre sur pied. Et là, je casse dans les codes de la pratique actuelle, en mettant en place, dès février 2019, les conseils régionaux. Les lois de 2004, portant dispositions communes aux communes, dispositions communes aux régions, elles sont proclamées. Même si, je l'ai dit ailleurs, c'est un miroir aux alouettes. Parce qu'en fait, lorsqu'on vous dit qu'un sous-préfet a le droit de vie et de mort, bon, que le président, j'exagère un peu, mais que le président de la République peut dissoudre un conseil régional quand il le veut, que c'est le sous-préfet qui valide l'ordre du jour du conseil régional, qui valide ses décisions, en réalité, pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui, c'est une décentralisation qui court dans le sac. C'est ça qu'il faut changer. Mais on ira encore plus en profondeur, effectivement. On va pratiquer la démocratie de proximité qui fait confiance aux élus à la base, parce que c'est eux qui connaissent les Camerounais et les problèmes des Camerounais. Il vous reste 5 minutes, Stéphane Akoa. On va essayer de les partager en traitant de 2 sujets. Donc d'abord sur les questions de format ou de forme. Vous recrutez beaucoup de personnel pour la sécurité. Vous instituez une police municipale notamment. Je n'ai rien contre les policiers, je comprends que votre désir est de protéger, mais je pense que pour libérer les énergies, il faudrait d'autres éléments d'accompagnement et pas simplement ce taux d'encadrement, c'est la formule que vous utilisez, que vous cherchez à augmenter. Personnellement, je n'ai pas très envie d'être encadré, j'ai envie d'être soutenu, accompagné. Alors pour y arriver, est-ce qu'il ne faut pas justement être plus flexible et moins contraignant? Monsieur Stéphane Akoa, peut-être vous n'avez pas encore eu à faire face à une situation d'insécurité. Moi, j'ai fait le tour du Cameroun 2 fois et demi. Je suis arrivé dans des villes où le poste de police a très exactement un agent. Je suis arrivé dans des villes où le poste de gendarmerie a très exactement 2 agents. Et parfois 100 véhicules. Et que lorsqu'une rixe éclate, lorsqu'un survolté s'empare d'une machette pour terroriser le coin, le premier à se cacher, c'est le policier. D'ailleurs, on ne le dit pas suffisamment. C'est une réalité qui a montré toute sa splendeur dans la crise anglophone. Vous avez entendu parler pendant longtemps d'évasion de commissariat. En réalité, il ne s'agissait même pas véritablement d'évasion. C'est qu'ils arrivaient, bastonnaient simplement le policier qui se trouvait là, généralement lui-même barricadé dedans, parce qu'il n'osait pas se mettre, il n'osait pas s'exposer. Il y a là un problème réel. Vous savez, le développement, la croissance, elle ne vient pas qu'avec de bonnes choses. Vous savez, tout se développe quand il y a le développement, y compris la criminalité. Donc, il faut moderniser cette police. Est-ce que vous savez, mais vous le savez, que dans ce pays, si on lance contre vous, comment on appelle, wanted, un avis de recherche, Oui. ou un mandat d'arrêt, si c'est lancé à Bastos, vous pouvez très bien prendre votre avion à Simalène, parce que cette police ne dispose pas d'un système intranet qui permette de faire circuler, et cela est de vous bloquer au poste de contrôle de l'aéroport. Et même, il y a un gonflement par le haut dans la police. Vous savez, le texte de 2012, qui est d'ailleurs très bien pour les policiers, parce qu'aujourd'hui, les modalités de changement de grade sont bonnes. Mais je crois qu'en 2019, nous aurons, je crois, environ 3000 commissaires divisionnaires, avec ceux qui vont sortir. Vous savez, un commissaire divisionnaire, c'est l'équivalent d'un colonel dans l'armée. C'est pour cela que désormais, les commissaires divisionnaires sont déjà des postes de police de quartier, des chefs de poste de police de quartier. Non, l'une des choses que je ferai, c'est que je vais arrêter le recrutement des commissaires par le haut. Parce que les agents policiers d'exécution sont en manque criard. Donc, je peux vous garantir, monsieur Stéphane Akoa, que ce n'est pas un sujet de légèreté. Ce n'est pas avec légèreté que nous avons abordé cette question. Ce sera votre dernière question, Stéphane Akoa, s'il vous plaît. Sur la culture, j'aurais voulu qu'on en fasse un sujet longuement débattu. Sujet qui me passionne moi-même d'ailleurs. Également, vous le savez très bien. J'ai lu votre projet. Alors, je le trouve personnellement intéressant, mais qui manque là encore d'audace. C'est-à-dire, vous avez reconduit des principes, le soutien aux activités mémorielles, le souci de soutenir les festivals traditionnels, les activités classiques de culture, littérature, éventuellement cinéma, je suppose. En tout cas, c'est cela quoi vous pensez. Le spectacle vivant, oui. Voilà, par exemple. Mais tout ce qui relève de ce qu'on appelle aujourd'hui les entreprises créatives, le design, la mode, je ne l'ai pas vu dans
ce document-là, peut-être cela existe ailleurs. Et je dirais pas que ça me préoccupe, mais je pense qu'aujourd'hui, le monde de la culture et l'économie de la culture, et la culture comme business et comme moyen justement de doper un PIB, cela pourrait être un élément activant dans votre projet, non? Oui, c'est vrai, dans le document, ce Play Store, c'est pas assez densifié. C'est vrai, vous dites qu'on a évoqué la couture. Qui dit couture dit quand même un peu de façon sous-jacente, design et mode. Mais vous évoquez effectivement là, et je dois vous le concéder, un aspect qui n'a pas, même dans le document global, été suffisamment densifié. Donc moi, je dois même vous remercier, effectivement. Vous savez, c'est aussi ça l'objectif de ce type d'échange. Lorsqu'on reçoit des inputs, on les y ajoute. Parce que moi, comme je travaille beaucoup sur l'humain, j'ai mis un accent, et vous avez dû le voir, sur la protection des œuvres culturelles, la protection des œuvres de l'esprit, en créant justement, et on parlait de police tout à l'heure, une section de la police qui va pourchasser les pirates, qui va mettre un terme à la piraterie. Vous savez, dans une autre vie, je suis musicien, je suis choriste. Et lorsqu'on a travaillé des nuits entières, à poser la voix et à la reposer, et on voit son œuvre achetée à 200 francs, on se dit le jour qu'on a le pouvoir qu'il faut, là, une police pour cela. Mais il faut mieux rémunérer aussi les œuvres culturelles. Et c'est pour ça que j'ai dit, par exemple, que dans les frais d'écolage et les droits universitaires, encore que, je pense, à les supprimer progressivement, on y accolerait un petit montant de prélèvement pour rémunérer le droit d'auteur. Donc, nous avons préféré, nous, travailler sur la situation sociale, d'abord, de l'acteur culturel, sur l'industrialisation de la culture, en évoquant effectivement les spectacles vivants, les questions de spectacle, les questions d'exportation de notre identité. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous remercie pour votre input. Monsieur Akwa, je vous dis merci, mais vous ne partez pas, restez avec moi pour évoquer en 5 minutes deux petites questions sur la santé. Alors, s'agissant de la santé, votre mesure phare, c'est l'instauration d'une assurance santé pour tout le monde. Alors, comment est-ce que cela va concrètement fonctionner, cette assurance santé? D'abord, nous partons d'un constat. Oui. C'est que les Camerounais se portent très mal. Parce qu'ils ne peuvent pas se soigner. Aujourd'hui, au Cameroun, pour aller à l'hôpital, il faut avoir de l'argent. Nous voulons mettre le système de prépaid, un peu comme avec le téléphone. Vous savez, vous pouvez mettre 5 000 de crédit, mais vous ne les utilisez pas tout de suite. Donc, nous disons aux Camerounais, on peut payer les soins de santé avant de tomber malade. D'abord, nous avons la chance d'être dans une société très juvénile. Je l'ai dit tout à l'heure, plus 65% ou moins de 45 ans. Et il est démontré scientifiquement que dans une société très jeune, il y a moins de gens qui vont à l'hôpital parce que par nature, c'est en vieillissant on va plus à l'hôpital. Le système que nous mettons en place est donc une caisse d'assurance maladie publique, renflouée par la fiscalité. Et nous démontrons d'ailleurs dans notre document quelles sont les réformes fiscales exactement que nous opérons pour cela et par les contributions individuelles obligatoires. Ça veut dire que désormais dans ce pays, chaque citoyen devra avoir souscrit à une assurance maladie, soit au public, soit au privé. Donc nous n'allons pas faire disparaître les assurances privées, mais vous vous doutez bien que nous qui plaçons l'humanité au cœur, nous rendrons plus attractive l'assurance publique. Et quand je dis obligatoire, ça ne veut pas dire qu'un policier sera placé derrière ou dans les contrôles de police, on demandera aux gens de brandir leur carte d'assurance maladie. Oui. Nous subordonnerons tout service public à la présentation de cette carte. Donc vous irez légaliser votre acte de naissance, ben, l'officier d'état civil vous demandera à l'avance. Et il y aura donc deux régimes, salariés et indépendants. Et dans le régime des indépendants, nous allons revoir la nomenclature des métiers parce que l'Institut national de la statistique sur financement de la Banque mondiale a fait une sorte de nomenclature des métiers et il y en a 1700. Nous avons parcouru le document, je crois, qu'il est amélioré le travail. Et ceux qui sont sans emploi, comment ils font? Non, mais il y a les indigents, oui. Il y a les vieux, vous voyez encore, on revient, et les enfants, les moins de 7 ans, qui seront exemptés. Mais ça ne coûtera pas bien lourd parce que la société est très jeune et elle est très active. Il y a autre chose, d'ailleurs, qu'il faut préciser, parce que c'est ça qui nous permettra de sortir l'économie de l'informel. Parce qu'autre chose que nous ferons, puisque nous aurons numérisé l'État, c'est que toutes les personnes, parce que ce sera obligatoire, qui viendront donc souscrire à cette assurance maladie, notamment au public, ça nous permettra de savoir quelle est l'activité exacte qu'ils mènent et on les catégorisera donc dans le régime d'imposition.
Parce que si les citoyens ne payent pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques, disons-nous la vérité, l'État ne peut pas assumer véritablement ses charges sociales. Alors, sur le plan budgétaire, le budget de la santé en ce moment est de 174 milliards, un peu plus de quelques poussières. Ce qui est loin des 10% Voilà. de la déclaration d'Abuja. Justement, vous envisagez de passer à 10%. le budget de la santé à 400 milliards par an. Oui, c'est un engagement. D'ailleurs, on n'aura pas atteint. Vous savez, on est actuellement à 4 000, un peu plus de 4 600 milliards. Donc, ce sera à 400, ce sera pas le cas, puisque nous passons à 5 500 milliards et nous démontrons d'ailleurs comment. Donc, nous commençons à 400 milliards. Vous savez, les soins de santé actuellement au Cameroun, ça c'est ce que nous payons, c'est 700 milliards. Mais le budget, lui, il est loin. Il y a un engagement international que le Cameroun a pris. Nous nous contentons de respecter cet engagement. Alors, je vous propose... Monsieur Akoa dira encore que je n'ai pas bousculé, mais je ne vais pas bousculer l'engagement international non plus. Je vous propose de prendre une pause et ce sera pour écouter la toute première question qui nous vient, parce que nous avons prévu dans cette émission, vous y êtes habitués je crois, vous avez pu regarder cette émission de loin il y a quelque temps. Donc nous avons la possibilité, nous avons donné la possibilité aux Camerounais de la diaspora de poser les questions. Voici la toute première question d'un Camerounais vivant en France que je vous prie de regarder, s'il vous plaît. Je m'appelle Charles Simi, je suis auteur installé à Paris. J'ai lu votre programme. Il m'a semblé bien étrange. Ma question sur votre programme. Vous prévoyez un budget de 5 500 milliards, donc 45% d'investissement, soit 2 400 milliards, répartis ainsi qu'il suit. 1000 milliards pour les infrastructures, 500 milliards pour l'agroalimentaire, 450 milliards pour la politique sociale, 450 milliards pour l'industrie, on ne sait pas trop bien lesquels. En gros, 4 poches de dépenses pour les investissements. On croit que dans ce pays, on n'a pas besoin d'investir dans la santé, dans la défense, dans la recherche, dans la formation professionnelle. Ou sinon, dites-nous, où est-ce que vous allez puiser ces ressources-là pour investir dans ces activités? Enfin, M. Cabral, je voudrais vous dire, les yeux dans les yeux, tout jeune et tout beau que vous êtes, que votre ambition n'est nullement à la mesure du mal camerounais. Merci. À Cabral Libi, première question, c'est Cédric Chimi qui est en France. Vous allez regarder cette question. Alors écoutez. là, ce n'était pas une question. Alors. Oui. Non, il y avait une question, c'est-à-dire... Il m'a posé... Oui, il y a 500 milliards pour l'agroalimentaire. On a tout suivi. Voilà, donc... Non. Je remercie le compatriote qui a bien lu le projet, mais qui ne l'a pas forcément compris. Il était... Vous savez, à la diaspora, on travaille généralement. On n'a pas toujours tout le temps nécessaire pour ça. Mais ce que je veux lui dire, c'est que contrairement, et là, hélas, M. Akoa est parti parce que là, je casse dans les côtes définitivement. Je change de paradigme. Et là, et je vous invite, et vous l'avez déjà reçu ici, à lire les travaux du professeur Ngouatabi, qui fait la nette différence entre le big push, on embrasse tout, et la transformation structurelle. Moi, j'opte pour la transformation structurelle, c'est-à-dire des secteurs prioritaires. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs sont oubliés. S'il avait lu seulement le prologue, il aurait vu le programme d'innovation que je mets en place avec la réforme du texte de 76 sur les chercheurs et ce que je veux faire de la recherche. S'il avait lu l'axe sur le système éducatif de mission et d'innovation, il aurait vu la place. Non, mais là n'est pas la question. Maintenant, je viens au financement. Oui, il voilà. dit où je trouve l'argent. Oui. Et mais moi, je lui dis, première chose, des économies. En ramenant le budget de fonctionnement de 60 à 44, pas 45, 44%, je fais des économies nettes, et je le démontre, de 800 milliards. Et ce sont ces économies que je reverse en partie dans l'industrialisation. Parce que nous devons sortir de la société du piétinement. Et c'est pour ça que je m'arrête sur l'agro-industrie. Doter chaque commune rurale du Cameroun d'une agro-industrie. Et pour le faire, ce n'est pas la magie non plus. On lève les barrières douanières. Il faut faire entrer les machines. Et il y a déjà une amorce. J'avais combattu les accords de partenariat économique. Mais c'est un levier économique d'accélération de croissance. C'est ainsi d'ailleurs que je vais les utiliser. Donc, je voudrais dire à ce compatriote qu'effectivement,
on ne peut pas se dispenser de l'industrialisation de notre économie. Oui, mais... C'est elle qui génère de la richesse. Donc ça, c'est une chose. L'autre chose, ce sont les investissements directs étrangers. Une fois qu'une société a gagné en crédibilité, une fois que la bonne gouvernance s'est installée, je vous ai donné le rapport CNUCED tout à l'heure, avec 1,9 d'augmentation d'investissements directs étrangers en 2017. C'est étrangement bas, parce que notre environnement économique n'est pas attractif. On a beau organiser les symposiums internationaux, personne ne vient dans un environnement où la justice est mauvaise, les péages sont énormes, où la fiscalité elle est étouffante. Personne ne vient. Donc, une fois que nous aurons balisé ce champ-là, les investissements directs étrangers viendront. Je précise que lorsqu'on parle d'investissements directs étrangers, il ne faut pas seulement voir les investissements chinois, français, allemands. Non. Il faut aussi y voir des investissements directs de Camerounais vivant à l'étranger. Et il a certainement, lui, il a omis de le dire, que je parle d'un emprunt obligataire convertible, parce qu'il y en a de deux types. L'emprunt obligataire classique, qui est rémunéré par de bons de trésor, et l'emprunt obligataire convertible, que je vais lancer dès janvier 2019 en eurobond. 650 milliards de francs CFA, permettant aux compatriotes de la diaspora, dont lui, d'avoir des participations dans les entreprises publiques de fort impact économique. Alors, il n'empêche, Cabral Libye, que lorsqu'on lit votre programme, le moins que l'on puisse dire, c'est que vous n'avez pas peur du milliard, 500 milliards par-ci, 1000 milliards par-là, ainsi de suite. Et cela m'amène à vous poser une question sur, ou alors à m'interroger sur votre conception du rôle de l'État dans une économie. Parce qu'on a l'impression que vous en faites l'alpha et l'oméga. Vous voulez financer l'agro-industrie, 500 milliards, vous voulez la transformation des matières premières dans chaque commune, vous voulez également exploiter 20 000 hectares chaque année, je crois. Dans 200 000 hectares. Voilà, 200 000 hectares dans... À raison de 20 000 par région. 200 000 hectares chaque année par région, chaque année. Alors, entre l'État-providence que vous prenez et l'État gendarme, le choix est vite fait, parce que le monde change. On a l'impression que vous voulez essentiellement mettre l'État au centre du jeu économique, et finalement, qu'est-ce que vous faites de l'entrepreneuriat? Ça s'inspire, mais exactement cela. Oui. C'est ça notre État. Nous créons les conditions de l'entrepreneuriat. Vous avez certainement lu ce que nous disons du secteur privé. Quand nous parlons du numérique, quand nous parlons de l'agro-industrie, quand nous parlons des investissements, quand nous parlons mais sauf que vous financez l'agro-industrie à hauteur de 500 milliards. Quand nous invoquons la diaspora, si l'État finance déjà l'agro-industrie à hauteur de 500 milliards, que font les investisseurs qui voudraient intervenir dans ce domaine-là? Vous leur faites une concurrence déloyale, non? L'investissement dans l'agriculture de l'Union européenne, du budget de l'Union européenne, c'est 55%. Oui, la politique agricole commune, on est bien d'accord. Ah, ben, c'est bien que nous soyons d'accord. Vous êtes d'accord avec l'Union européenne qui met 55% de son budget dans la politique agricole commune, et vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un qui met 10% de son budget dans le financement de son agriculture. Je vous invite à être cohérent quand même. On s'est compris? Oui, mais c'est ça qu'il est question, M. Jean-Bruno Tagné. Je vous dis qu'on a une richesse, 17 millions d'hectares arables dans ce pays, à peine 10%, 5% d'exploités. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président sortant. Et c'est une richesse sur laquelle nous sommes. J'ai dit première chose, le titre foncier est gratuit. Parce que nous avons des droits coutumiers sur des terres, mais nous ne pouvons pas en tirer le meilleur profit. Le capital camerounais, à 80%, est un capital mort. Nous avons de l'argent sans l'avoir. Première chose. Deuxième chose, aucune agriculture ne décolle si elle n'est accompagnée. Les 500 milliards dont je parle, c'est les terres, l'irrigation des terres, la mise à disposition des intrants, la mise à disposition des sociétés agricoles. Et je crée donc des conditions pour l'investissement public et je veux dire pour l'investissement privé. Et j'appelle à cela nos compatriotes de la diaspora. Transition facile pour parler d'économie. Il nous a rejoint. Pierre Nka, bonsoir. Bonsoir, Jean-Denis. Vous êtes directeur de la rédaction au quotidien de l'économie. Vous avez la charge d'interroger Cabral Libye pour les 20 prochaines minutes. Bonsoir, Cabral Libye. Bonsoir à vous. C'est un plaisir d'être en face de vous. Je préfère commencer de cette manière. Quand je vous vois, j'ai l'impression d'avoir en face de moi un président africain. Physiquement, je vois un peu Kagame. Et dans une certaine mesure, vous avez presque des idées révolutionnaires qui, sans doute, permettront qu'on aborde. Prenons un peu le cas de l'agriculture. Vous dites que vous êtes en train de vouloir mettre 500 milliards pour financer l'agriculture. Concrètement, comment ça va se passer?
au niveau communal ou individuellement à chaque agriculteur? C'est les deux combinés. Quand je dis que je donnerai le titre foncier gratuitement, c'est parce qu'il faut que nous sachions exactement quelle est dans notre patrimoine foncier la part qui appartient aux individus et la part qui relève du domaine national. Et pour mettre 200 000 hectares en exploitation, il faut créer des concessions. La législation existe déjà en la matière. Il y a donc des mesures qui concernent l'agriculteur. Nous faisons, c'est un peu le modèle israélien, des villages agricoles, dont nous allons communautariser les agro-industries. Il y aura donc un joint venture entre les propriétaires terriens, entre les investisseurs privés et les investisseurs publics. Ça se joue à ce niveau-là. Parlant de l'agriculteur, il y aura une loi d'orientation agricole qui va statuer sur, je me répète un peu, il y a une petite redondance, sur le statut de l'agriculteur. Nous aurons dans ce pays le carburant agricole. Nous aurons dans ce pays les exonérations agricoles. Nous aurons dans ce pays un agriculteur respecté. Parce que malheureusement, nous sommes encore dans la sorte de paysannerie rétrograde où on voit en l'agriculteur celui qui aiguise sa machette à 5 heures, s'enfonce dans la forêt derrière sa maison et revient le soir. Vous pourrez faire cette agriculture toute votre vie, que vous serez toujours misérable. Il faut changer la perception qu'on a sur l'agriculteur. Et ça rentre donc dans des questions d'éducation. Les lycées agricoles, les institutions de formation agricole, les certificats agricoles, ça passe par là. Donc vous voyez, il y a une combinaison individuelle et collective. Oui, mais votre formule-là me surprend un peu parce que j'ai l'impression qu'elle a déjà existé. Au ministère de l'Agriculture, il y a ce qu'on appelle le PAEJA, qui est un programme qui accompagne l'insertion des agriculteurs sur le terrain. Non, c'est un programme d'appui à l'insertion des jeunes dans l'agriculture. Dans l'agriculture, mais c'est un programme pour les jeunes. Oui. Financé par l'Union européenne. Oui, est-ce qu'il y a une différence entre ce qui est fait actuellement et ce que vous offrez? Oui, il y a une nette différence. Oui. Le PAEJA, c'est une sorte de subvention, c'est de l'argent qu'on remet aux jeunes pour qu'ils aillent investir. Donc, d'abord, on ne remet qu'aux jeunes qui ont le titre foncier. Je vous rappelle, si vous avez suivi, c'est M. Bidounkpat, quand il était ministre de la Jeunesse, qui avait organisé il y a quelques années le Forum national des jeunes. Vous vous rappelez? Oui. Et si vous rentrez dans à l'issue du forum, dans les recommandations qui avaient été faites, ce problème du PAEJA était revenu, où certains jeunes disaient qu'ils en étaient exclus, parce qu'on ne donnait des financements qu'aux jeunes qui avaient au préalable le titre foncier. Pourtant, il y avait plein d'autres jeunes qui, eux, avaient le titre foncier, étaient propriétaires terriens par héritage coutumier, mais qui n'avaient pas du titre de propriété. Vous voyez que seulement sur cette question juridique-là, il y a une grande différence. L'autre différence, c'est que je ne distribue pas de l'argent aux gens. Parce que c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que c'est devenu une sorte de gabegie. Quand vous faites l'évaluation du programme PAEJA, en fait, un des milliers de programmes qui existent là-bas, quel est l'impact réel? Est-ce qu'il y a un côté incitatif de la jeunesse aujourd'hui à l'agriculture? Non. Et même lorsque vous mettez un programme comme celui-là en place, il y a tout un train de mesures qui vont avec, que je vous ai dit. L'accompagnement et surtout la formation. Si vous distribuez de l'argent à des jeunes qui eux-mêmes ne sont pas formés pour faire de l'agriculture, et en plus, qu'ils ne reçoivent même pas, on revient encore à la sous-administration. Oui. L'accompagnement et le conseil des agents agricoles, vous savez que tous les postes agricoles ont fermé aujourd'hui dans les villages. Mais l'une des choses que je ferai dans la loi d'orientation, c'est de revoir le statut du chef de poste agricole. Vous voulez que cet argent serve à quoi? Ça ne sert à rien du tout. Donc on est dans une sorte de gabegie où on détruit l'argent. Et j'irai même plus loin. Vous savez, je vais réformer le TM, le travail manuel. Oui. Parce que je vais remettre, vous dites que c'est du déjà vu, vous rejoignez M. Akoua, mais écoutez, je vous l'ai dit, je ne suis pas agité. À l'époque, quand nous on était plus jeunes, il y avait des champs scolaires. Et bien moi, je vais réformer le TM, travail manuel. Il sera COF 2, notamment dans les zones rurales. Et ce sera dans les zones urbaines, on va le moduler, ce sera dans les aspects numériques. Parce qu'il faut de la créativité. On va renommer cela l'initiation à l'agriculture. Parce que je veux que ce soit une culture. C'est une révolution que je mets en place. Le jeune écolier, le jeune élève doit, en apprenant le français, l'anglais, tout le reste, apprendre à bêcher le sol, apprendre les techniques agriculturales modernes, évidemment, apprendre à... Vous savez, mon père me disait quand on était tout jeune, celui qui n'a pas planté a vécu inutilement. Et moi, je suis très heureux aujourd'hui quand je vais au village de cueillir la mangue de mon mangue.
Ok. Après la production, naturellement, il faudra transformer. Absolument. Et l'une des ressources qui manque aujourd'hui, c'est l'énergie. Mhm. Entre 2011 et 2017, les chiffres officiels montrent qu'on a produit, on a installé près de 550 mégawatts en 7 ans. Tous les barrages qui sont dehors. Vous, à votre niveau... Non, non, pas encore. Non. En réalité, de 98 à 2018, on a produit 550 mégawatts. Voilà. Parce que les barrages que vous évoquez ne sont tournent pas encore. Absolument. Le d'ailleurs, les turbines ne tournent justement. Absolument. Et on s'est endetté, je crois, de 18 milliards pour acheter de Ça va nouvelles tourner. turbines. Mais vous, Ah, ok, ça va tourner. mais vous, avec cet état des lieux, vous voulez aller un peu plus loin. Vous dites que vous allez produire près de 500 mégawatts par an. Ça veut Donc, dire 500 milliards. Oui, en 5 ans. Monsieur Jean Bruno Tagne va sursauter. Oui, en 5 ans, on est autour de 2500 mégawatts, plus de la capacité actuelle. Comment, est-ce que ce n'est pas une ambition démesurée? Je veux un peu comprendre comment ça va se passer. La National Energy and Engineering chinoise produit par an 33 000 mégawatts. Son budget est supérieur au budget de l'Union européenne. Cette entreprise est en train de construire actuellement en Éthiopie une centrale hydroélectrique de 6 000 mégawatts. Ça va tenir sur 4 ans. Alors que notre barrage ici, de 17 mégawatts, en est à 6 années de construction. C'est un autre débat. Lorsque nous allons en Chine, qu'allons-nous chercher au fait? De l'argent. Pour eux, c'est des cacahuètes. 500 mégawatts par an. Mais il faut avoir la bonne gouvernance. C'est pour ça que même lorsque nous allons en Chine, nous ne ramenons jamais d'entreprises sérieuses. Nous ramenons simplement des entreprises nouvelles qui viennent gagner des marchés de 500 000 ordinateurs. Vous allez construire des barrages? Mais je viens de vous dire comment, vous l'aurez compris. Ok. BOT. Ok. Abordons l'autre question qui constitue un peu le socle de votre projet économique, de votre offre économique, c'est le développement à partir des communes. Ah oui. Là aussi, je vais vous poser une question sur l'existant. Actuellement, depuis 2013, chaque circulaire du président de la République appelle les membres du gouvernement à tenir compte de ce qu'on appelle les plans communaux de développement qui sont mis en place dans chaque commune. Vous, président de la République, comment, sur quel document, ou bien de quelle manière vous allez impulser le développement local à partir de nos communes? Ce n'est pas sur les documents, c'est en partie sur les documents. Mais en réalité, quand on a une vision, c'est sur l'implémentation, c'est sur la pratique, c'est sur le suivi. La décentralisation, je l'ai démontré avant que vous n'arriviez là au Cameroun, est un miroir aux alouettes. Méfiez-vous de ce que vous êtes en train de voir. Il y a beaucoup de documents qui circulent. Il y a une loi, il y a des lois. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, je suis en train de vous dire que je ferai un réel transfert d'attribution et de moyens. Ça veut dire que l'État mettra même à la disposition des communes des personnels qualifiés sur la base des mécanismes juridiques qui existent, des mises à disposition. Parce que la mairie pourra recruter, mais ça ne se fera pas tout de suite. Mais l'État peut mettre à la disposition de la mairie le personnel qu'il faut. Et même la capacitation de la mairie passe aussi par la réforme de cette caisse qu'on a créée et qui ne ressemble en rien à ce que les textes proclament. Comment pouvez-vous avoir une caisse nationale qui est renflouée par les maires, alors que dans le conseil d'administration de cette caisse, les maires sont minoritaires? Ça n'a pas de sens. Donc, il y a des instruments qui existent, il faut simplement les mettre dans des dispositions ou dans des mécanismes productifs pour les mairies. C'est une question de volonté politique, en réalité. Il faut sortir de l'hypercentralisme. Oui, vous voulez effectivement sortir de l'hypercentralisme, mais je veux un peu qu'on aille sur le concret. Actuellement au Cameroun, pour la décentralisation, l'argent qu'on met à la disposition des élus locaux sous forme d'appui à partir du budget de l'État, c'est 10 milliards de francs dans le cadre de la dotation générale de la décentralisation, qui peine d'ailleurs à être décaissée. Vous, président de la République, vous avez chiffré ce que vous m'écrivez à la disposition de l'agriculture, à la disposition de l'énergie. Vous, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut dire aux maires, chefs de l'exécutif communal, voilà ce que vous recevrez
de l'État directement pour agresser tel ou tel problème dans votre commune? Mais je le dis très clairement. Vous-même, vous avez dit 10 milliards. Quel est le pourcentage? À peine 0,001%. Voilà. Et moi, je l'ai dit, dès la première année, on passe à 10%. Et ça ira crescendo. Pourquoi ça va crescendo? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de mettre à la disposition des maires de l'argent public. Il faut s'assurer que les conseils municipaux sont suffisamment capacités en personnel. Ça veut dire qu'il y a même une réforme du CEFAM qu'il faut opérer. Donc, ça se fait progressivement. Et en cela, je m'aligne simplement sur des standards mondiaux qui se rapprochent notamment du Ghana, qui se rapprochent de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de faire confiance aux maires. Donc, je l'ai donc dit, une fois pour toutes, je passe de 0,0, comme vous venez de le dire, à 10% dès 2019. Et je le dis, ça ira crescendo. C'est concret, ça. On est d'accord. Ce sera votre dernière question, Pienka. Ma dernière question Il vous reste 5 minutes en tout cas. Ma dernière question touche l'emploi. Vous annoncez de vastes recrutements dans un milieu que, dans le domaine des enseignants particulièrement, vous voulez recruter. Je parle plus de l'université. Vous dites que vous allez recruter près de 1000 enseignants chaque année. Pour enseigner quoi? Pour enseigner où? Comment sera procédé? Comment va-t-on procéder au recrutement dans ces universités d'État? Bon, d'abord, très simplement, le recrutement, si vous parlez de l'université, le recrutement à l'université est commandé déjà par la décongestion des effectifs. Vous avez quand même aujourd'hui, à l'université de Yaoundé 2, des amphis de 1500, mais qui en réalité reçoivent dans un enseignement 2000 étudiants qui se crient et se marchent dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a un déficit d'enseignants. De ce point-là, de ce point de vue-là, comme dans d'autres points de vue. Donc ça, c'est le premier objectif. Mais il y a un train de mesure, et vous avez lu le projet. Je l'ai bien dit, l'école doit cesser d'être le lieu d'empilement des diplômes pour devenir un lieu d'acquisition du savoir-faire. Donc, il y a une réforme des contenus d'enseignement. Maintenant, vous me dites qu'est-ce qu'on va enseigner? On va enseigner aux étudiants, aux élèves à apprendre un métier, à devenir productif. Non plus à faire l'école primaire pour aller au secondaire pour aller à l'université. Et puis, on se demande exactement à quoi sert le diplôme qu'on a dans la poche. C'est pour cela, d'ailleurs, que dès le secondaire, je reviens à l'apprentissage, en revalorisant, ça encore, ça va faire sourire M. Akou, à l'ESAR SM, je l'ai dit, et en créant un pont avec le monde de l'emploi par le système de crédit d'impôt, c'est-à-dire le dégrèvement pour l'entreprise qui reçoit des apprentis. C'est peut-être un petit bonus. C'est peut-être un peu cohérent ce que vous dites concernant nos universités, mais vous avez également annoncé une harmonisation du départ à la retraite des personnels civils à 62 ans. Est-ce que les jeunes qui vous écoutent, qui ont dépassé l'âge de 32 ans pour entrer à la fonction publique, peuvent espérer une réforme de l'entrée à la fonction publique au Cameroun? Ouais. Non, mais bien sûr. La fonction publique, c'est vieux. C'est vieux comme le monde. On entre dans la fonction publique par recrutement direct et par concours. Ce sera toujours le cas. Et d'ailleurs, les recrutements que vous avez évoqués, nous vous disons comment nous allons les faire. Je parle de réforme de l'âge d'entrée à 35 ans. Oui. Ah oui, mais ça aussi on l'a dit dans notre projet de société. Nous pensons qu'il faut commencer. Non, mais en fait, c'est pas l'entrée. On entre aujourd'hui à la fonction publique, ça dépend, c'est pas à 35 ans. On peut devenir. L'âge limite, c'est 32 ans. L'âge limite pour faire les concours administratifs, c'est 32 ans. Oui, 32 avec l'hypothèse que tu es dans. Non. Ah oui, j'avais mal compris. Oui. Si c'est pour l'âge limite d'entrée dans la fonction publique. Pour faire un concours. Alors ça, nous l'avons clairement dit. Notamment lorsque nous avons évoqué, vous l'avez lu, la question des enseignants. Notamment du primaire. Qui pour certains, et d'ailleurs il y a eu un léger aménagement là-dessus, qui pour certains avaient longtemps attendu d'être recrutés et qui avaient dépassé l'âge et qui étaient devenus caducs à cause de cela. Et nous l'avons dit clairement, que pour des cas spécifiques comme ceux-là, notamment, nous l'amènerions à 40 ans. Ça a été clairement dit dans le projet de société. Okay. Merci d'être venu. Je vous propose, Cabral Libye, de prendre la dernière série des questions de Camerounais de la diaspora et nous revenons juste après pour vos réactions à ces questions. Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur Cabral Djibril. Je vous appelle Monsieur le Président parce que moi je considère que vous êtes le futur président du Cameroun.
J'ai une question concernant votre élection présidentielle. Ma question se pose sur l'avenir de la jeunesse du Cameroun. Parce que tout le problème au Cameroun est basé sur la jeunesse. La jeunesse est dans l'incertitude de vie. La jeunesse vit dans le chômage. La jeunesse est abandonnée à elle-même. Raison pour laquelle il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun. Raison pour laquelle il y a beaucoup de vandalisme. Il y a beaucoup de banditisme au Cameroun. Monsieur Cabral Djibril, ma question est celle-ci. Est-ce que la jeunesse de demain, est-ce qu'elle pourra rester dans son pays, sachant qu'ils auront du travail, ils pourront accéder au concours public sans avoir à connaître quelqu'un, sans avoir des relations avec le ministère ou avec les amis du ministère? Est-ce que les concours pourront être contrôlés de façon à ce que tout le monde puisse y accéder? Monsieur Cabral Djibril, ma question se pose, est-ce que nos frères, est-ce que nos sœurs ne seront pas en train de prendre à nouveau les routes de l'enfer pour traverser les déserts, pour traverser les océans, pour traverser les mers pour venir ici en Europe? Moi, particulièrement, Monsieur Cabral Djibril, nous avons été un peu obligés et forcés de venir en Europe parce que la pauvreté nous a touchés jusqu'au fin fond de la moelle. On n'a pas trouvé d'autre solution que de chercher les moyens pour traverser, où on est un tout petit peu considéré parce que notre président, notre pays a abandonné la jeunesse, nous a abandonnés. Moi, je suis né, je connais un seul président. Mon fils a 17 ans, il connaît le même président que moi depuis ma naissance. Vraiment, Monsieur Cabral Djibril, le Cameroun appartient à la jeunesse. Nous sommes fatigués d'avoir les vieux, d'avoir dans les ministères les mêmes personnes qui partent d'un ministère à un ministère, qui partent de la retraite à un ministère, qui partent d'un ministère à la retraite. Toujours en roulement, ça devient un cercle vicieux, ça devient, je ne sais pas comment qualifier de cela, pour le respect de tout le monde. Monsieur Cabral Djibril, moi je vis en Europe, mais j'aimerais bien y retourner dans mon pays, faire des affaires, même en vivant ici. Bonsoir, Monsieur Cabral Djibril. Bonsoir, Monsieur Jean-Bruno Tagneux. Je suis venant du Pontenana, le président de la diaspora camerounaise à Cape Town, en Afrique du Sud. Je suis universitaire, chercheur, professeur en faculté de médecine. Ma question est la suivante. Monsieur Cabral Djibril, êtes-vous représentant du parti Univers ou représentant du président du parti Univers, ou alors vous êtes le président candidat du parti Univers? Et quelles seraient les implications de votre statut actuel sur vos fonctions si le parti Univers était plébiscité le 7 octobre 2018? Merci beaucoup. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Canada International. Bonsoir, Monsieur Jean-Bruno Tagneux. Je vous remercie de me donner l'occasion de participer à cette émission afin de poser ma question au candidat à l'élection présidentielle, Monsieur Cabral Djibril, à qui je dis aussi bonsoir. Je suis Fabrice Niamsi, étudiant camerounais en Allemagne et aussi bon observateur à mon niveau de cette élection présidentielle. En ce début de campagne, nous avons vu les candidats de l'opposition rassembler des masses importantes de personnes, des militants, tous soudés derrière leur champion. Que ce soit Maurice Kamto, Joshua aussi, Serge Espoir Matomba et surtout vous, M. Cabral. Dans les réseaux sociaux aussi, nous sentons bien cette force que vous avez à mobiliser, à rassembler beaucoup de potentiels électeurs, de même que les autres membres de l'opposition. Cependant, ne pensez-vous pas
qu'il serait vraiment judicieux pour vous et surtout pour tous les Camerounais qui vous soutiennent, vous, membres déclarés et reconnus de l'opposition, vous qui portez l'espoir de tous les Camerounais, ne pensez-vous pas qu'il serait vraiment judicieux de vous allier, de vous associer afin de nous garantir à tous au soir du 7 octobre le changement dont vous et nous rêvons? Bonsoir Cabral, bonsoir tous les panélistes. Mon nom c'est Syriac Kouakeb de Edmonton au Canada. Si vous êtes élu au soir du 7 octobre, quelle décision prendrez-vous face à la jeunesse qui consomme de plus en plus l'alcool et la drogue et face au phénomène incontrôlable des églises? Merci et bonne soirée. Bonsoir Président Cabral Libye et félicitations vraiment pour votre travail et beaucoup de courage. À 4 jours du début de la campagne électorale, de mon observation, il est clair que vous traînez beaucoup de monde derrière vous, ainsi que le professeur Maurice Kamto. Est-il encore possible d'avoir une coalition entre vous deux pour assurer de façon certaine un changement à la tête de l'État de ce pays? Merci Cabral Libye, bonne continuation et surtout, ne perdez jamais de vue que vous avez inspiré beaucoup de monde. Bonne soirée et bonsoir au panel. Voilà, retour dans ce studio. Cabral Libye, vous avez écouté ces questions de la diaspora. Alors, commençons par la coalition. 2 personnes reviennent sur cette coalition. Est-il possible encore une coalition de l'opposition pour la présidentielle du 7 octobre prochain? Bien sûr. Il y a eu bien de pays au monde où la coalition s'est faite à 2 ou 3 jours d'une élection. Donc nous restons en communication, nous échangeons. Le respect entre nous gagne en épaisseur et c'est tant mieux. Moi, pendant longtemps, et ça peut se comprendre, quand on a un nouveau venu, un nouvel entrant, les uns et les autres ne me considéraient pas forcément comme étant à leur niveau. Et on m'opposait, et vous avez commencé l'émission par ça, mon inexpérience. Et comme je l'ai dit moi-même à l'entame de l'émission, je suis très heureux de ne pas être comptable de 36 ans d'échecs. Et c'est justement fort de cela que je crois que les Camerounais sont derrière moi. Mais je dis ceci, moi, en ce qui me concerne, moi, Cabral Libye, je suis constant et cohérent. Je suis toujours prêt à renoncer, et je réponds donc, je suis prêt à renoncer à ma candidature, à engager ceux qui me suivent à renoncer à cette candidature, si nous nous retrouvons et que nous établissons des règles consensuelles, égalitaires, sur la base desquelles l'un d'entre nous pourrait diriger la coalition, gagnerait l'élection et dirigerait le Cameroun dans une transition au bout de laquelle il ne serait pas candidat. Ça veut dire, suivez très bien, que lorsque nous entrerions en conclave à 2 ou à 7 ou à 4, il faut bien qu'on ne commence pas le propos en me disant « Écoute Cabral, tu as 38 ans, tu as de l'avenir, il faut attendre. » Non. Non. Dès qu'on commence comme ça... Qu'est-ce qu'on fait? On lance la pièce en l'air ou bien c'est quoi? Faites tout ce que vous voulez, mais trouvons des... Non mais écoutez, on peut bien un critérium objectif. Bien. Sur la, je dis bien, consensuel. Alors, et si ça se fait, on va y arriver. Comment comptez-vous combattre la Ça veut donc dire que les autres candidats sont aussi prêts à venir ici, vous dire, les yeux dans les yeux, qu'ils peuvent renoncer à leur candidature à mon profit. Qu'est-ce que vous faites contre la consommation abusive de l'alcool et des drogues par les jeunes? Vous me faites même là, vous me donnez l'occasion de parler du scandale de fraude qu'il y a autour du droit d'assises. Vous savez qu'au Cameroun, les alcools et les cigarettes sont moins taxés que les voitures d'occasion. Vous avez compris le sens de ma réponse. Vous savez, un jour, je suis allé à Accra. Et je suis allé dans un restaurant à midi. À l'époque, je consommais encore un peu de bière. J'ai commandé une bière. Et au bout de 5 minutes, le barman ne m'avait pas servi. Je me suis dit, peut-être mon anglais n'était pas bon. J'ai insisté, one beer. Et puis, il n'a toujours pas servi. Et la dame qui nous accompagnait m'a dit, écoute, il n'y a aucune chance que ce gars te serve une bière à cette heure-ci. Je lui ai dit, mais pourquoi?
Il me dit non, ici on ne boit pas la bière à midi justement. Il dit mais comment ça c'est interdit? Non, c'est pas interdit. Mais tu peux aller dans n'importe quel restaurant ici à midi, tu trouveras plein de gens qui sont en train de manger et personne ne boit une bière. Et ce jour, j'ai compris ce qu'une mauvaise socialisation, et M. Akwa est parti, pouvait avoir comme influence sur les jeunes. Ouais. Les jeunes sont dans l'alcool et la bière parce que les parents sont dans l'alcool et les bières. Allez en Vombi, il y a un bar qui ne ferme jamais. Et je peux vous garantir qu'il n'y a pas que des jeunes dans ce bar. Qu'est-ce que vous voulez? Si les parents en prennent aux enfants à boire, si au pied du ministère des Finances de la République du Cameroun, on vend les bières à longueur de journée, de 8h à 18h. Donc quelqu'un part de chez lui, il vient au travail, il ouvre le bureau, dépose son sac, descend l'immeuble, s'assoit au pied du ministère des Finances, au vu et au sous le monde, et au vu et au sous de tout le monde, il consomme cette bière. Et vous accusez les jeunes, et non pas les vieux qui dirigent ces ministères, et qui passent là, et qui voient ça. Non. Arrêtez d'accabler les jeunes Camerounais. Alors très rapidement, on parle... C'est pas à vous que je m'adresse. Oui. Très rapidement, on parle de la place des églises. Là, c'est encore un compatriote de Edmonton, au Canada, qui a posé cette question. Quelle place l'église occupera-t-elle dans votre République? Ben, la foi en Afrique, ça a de l'importance. Nous croyons originellement à des dieux en Afrique. La foi a une place importante dans les traditions africaines. Donc ne demandez pas à un Africain si la place aura de la foi ou pas. En revanche, je vois bien que vous faites allusion aux églises importées. Oui. Nous sommes dans un État démocratique. C'est depuis 1933, d'ailleurs le texte n'a pas été révisé, qu'il y a le texte qui régit le ministère du culte au Cameroun. Vous voyez, il faut le toiletter évidemment. Je crois que le vrai problème des églises, puisque vous ne parlez pas de mosquées, mais moi j'ai envie de vous dire que j'ai aussi un petit souci avec les mosquées. Vous savez, quand le muezzin du haut de son minaret appelle à la prière à 5 heures du matin, je ne suis pas sûr qu'il se soucie de ce que toutes les personnes qui sont réveillées à cette heure-là sont musulmanes. Ça aussi, il faut. C'est-à-dire que je crois qu'il y a une régulation de l'activité du culte qui doit préserver le côté laïque. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une prolifération presque cancéreuse des églises dites de réveil au Cameroun? Non, ce n'est pas la prolifération de la foi qui pose problème. Je crois même la prolifération des églises. D'abord, elle se justifie au Cameroun, dans un pays où il y a un tel désespoir qui a été si bien décrit tout à l'heure par la première dame, la dame qui a pris la parole quand vous avez fait parler les Camerounais de la diaspora. Qu'est-ce que vous voulez? Les gens s'en remettent à Dieu. Je crois que c'est pas tant la prolifération qui pose problème. Il y a des lieux de culte partout. Moi, je trouve même que c'est une bonne chose. Le vrai problème, c'est la nuisance que cela dégage. Oui. Et vous voulez parler notamment des églises de réveil. Et je crois qu'il y a une régulation qu'il faut apporter. Dans un pays où il y a autant de personnes qui vont prier à des endroits, l'État a le devoir de les protéger. C'est pour cela que je parle de l'État qui protège. L'État doit s'assurer que ces personnes désespérées qui vont à la recherche du salut et de la félicité ne tombent pas entre les mains de vendeurs d'illusions et d'escrocs. C'est le rôle de l'État. S'assurer que celui qui prêche a appris à prêcher, que celui qui tient une église a des règles minimales de gouvernance et de direction et d'encadrement d'une association ou d'une organisation. C'est le management des organisations. Il ne s'agit donc pas de fermer les églises, il s'agit de les réguler. L'État doit être présent. Je vous propose de prendre justement une question du révérend Noni Bakker. J'espère que je n'écorche pas son nom. Présentez-vous et posez directement votre question, s'il vous plaît. Il nous reste 10 minutes pour conclure cette émission. Bonsoir Jean-Bruno Tagny et bonsoir M. Cabral Libi. Je suis Noni Bakker, pasteur, et notamment du réseau des associations et églises évangéliques du Cameroun dénommé Réseau Nouvelle Connexion Cameroun. Et nous sommes porteurs d'une question précise en rapport avec la place de la famille et de la morale dans votre projet de société. Vous êtes sans ignorer l'importance de la famille qui est le socle de base de toute société et de toute nation. Et donc la question que nous vous posons est celle-ci.
quelle est la place que vous accordez à la promotion de la famille et aux valeurs morales dans votre projet de société, notamment sur la légalisation, votre position par rapport à la légalisation de l'homosexualité, votre position par rapport à la légalisation de l'avortement, votre position aussi par rapport aux programmes scolaires et aux programmes de télévision qui sont de plus en plus des véhicules des valeurs immorales, malgré le fait que les lois en vigueur les répriment. Et enfin, vos propositions pour la promotion et la protection des droits des veuves au Cameroun. Je vous remercie. Alors, je vous réponds tout de go. Dans mon projet de société, la famille occupe une place prépondérante. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé dans une famille dans laquelle les parents étaient précautionneux, soucieux de me donner une bonne éducation, et ça fait en partie de moi ce que je suis aujourd'hui. Sur la question de l'homosexualité, ma position, elle est claire. Je ne partage pas l'idée de légalisation ou de dépénalisation de l'homosexualité. En revanche, dans mon souci de préservation de l'humain, il y a une dérive qui est observée, notamment dans certains centres hospitaliers, où lorsqu'un homosexuel arrive à l'hôpital, on refuse parfois de lui prodiguer des soins parce qu'il est homosexuel, et au lieu de le soigner, on le dénonce à la police. Pour moi, ça c'est un problème parce que c'est un être humain, et vous qui êtes pasteur, vous savez que Jésus est venu justement pour les pécheurs. Donc eux aussi, ils ont le droit à la repentance. Ça c'est une chose. Il y a peut-être un autre élément qui m'a échappé. La question de l'avortement. Sur la question de l'avortement, je suis pour la vie. Je suis pour la natalité. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai dit que j'octroierais une allocation à toutes les jeunes filles, mamans célibataires. Parce que moi je suis, et ça découragerait aussi en partie l'avortement. Donc moi je suis contre l'avortement, sauf exception des cas où une grossesse peut donner la mort à la maman, dans ce cas bien précis. Et pour les programmes scolaires, j'y veillerai particulièrement, j'y veillerai personnellement. L'éducation, la scolarisation ne saurait être le véhicule de contre-vérité ou de contre-valeur. Redonnons à notre éducation la valeur qu'elle a toujours eue. Ça, c'est pour moi quelque chose de fondamental, comme l'avait dit un grand penseur de ce monde. Si vous voulez effectivement détruire une société, vous détruisez le système éducatif. Mais ça ne s'arrête pas à l'école. La morale, elle doit avoir la place qu'elle mérite dans notre société. La chose publique doit être sacrée. On ne peut pas continuer à vivre dans une société où des gens font du patrimoine commun ce qu'ils veulent, spolient l'État comme ils veulent, et en plus narguent ouvertement et en toute impunité tout le monde. On ne peut pas construire cette société d'injustice, d'inéquité. Et moi, je peux vous dire, excusez-moi de me transporter un peu, mais je vous le dis, quand j'y pense, quand je sais que mon père à moi, alors qu'il était chef d'établissement, on devait faire le concours d'entrée en 6e, parce que les épreuves étaient dans une chambre. Il traçait une ligne au milieu du salon pour que je ne passe même pas du côté où les épreuves se trouvaient. Et que j'ai eu cette éducation, du respect de l'État, de la chose publique et de la patrie. Et qu'aujourd'hui, on est des gens qui me font passer pour un inexpérimenté, un genou, alors que eux, ils sont les symboles de ce qui détruit l'État. Pour cela, je combattrai jusqu'à la fin de mes jours. Alors, un mot sur le sport pour conclure cette émission. Vous prévoyez dans votre programme de moderniser les infrastructures sportives. Alors, le Cameroun est candidat pour organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, ce qui a permis à ce pays de renforcer un peu ses infrastructures sportives. Vous risquez d'arriver un peu tard, non? Non, il faut déjà qu'ils aient achevé de construire. C'est suffisamment avancé quand même, non? Je souhaite. Oui. Je l'ai dit. Et c'est pour cela que les Camerounais doivent être vigilants. Il s'agit de l'honorabilité du Cameroun. Monsieur Tagné, j'organiserai moi cette CAN. Ça, je peux vous garantir. Oui. Une fois que je suis élu. Ce n'est pas un jeu. Oui. Si le Cameroun n'organise pas cette CAN, c'est notre honte à nous tous. Je peux comprendre que ceux qui nous dirigent, eux, n'aient plus honte. Mais moi, Camerounais, porteur de la nationalité camerounaise, j'ai encore honte. Et je veux qu'on sauve la face du Cameroun en organisant cette CAN. Mais ce n'est pas là. Les infrastructures, c'est bien. Mais
On a parlé de la commune tout à l'heure. Vous savez, on a tellement de talent. C'est pas par hasard que tous les grands voleurs camerounais viennent de Kansik. Mais ça, c'est parce qu'il y a un terrain de volley. C'est pas par hasard que Mouté à Bidias, oui, c'est bien cela. Non, enfin, je sais plus, le basketteur vient du Kansik Lonkak parce qu'il y a un terrain de basket. En réalité, on ne demande pas forcément de construire uniquement de grosses infrastructures. Il faut que les communes soient dotées d'infrastructures qui permettent aux talents d'éclore. Parce qu'en fait, l'économie du sport repose sur la qualité du spectacle. Parce que c'est l'argent des ménages qui finance l'économie du sport. Les mécènes et l'argent des ménages. Donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Créer des conditions d'éclosion du talent sportif qui est malheureusement latent. Quand je vous dis qu'on a un asphyxie, un étouffement, voilà un des leviers qui apporte la preuve par mille de ceux. Alors, vous avez parlé du football, qui est le sport roi au Cameroun. Alors, en attendant que vous organisiez cette Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine, je vous le souhaite, comment fait-on pour sortir des normalisations en cascade qui se succèdent à la tête de la Fédération camerounaise de football? La normalisation où on a échoué, celle de Happy est en passe d'échouer, on risque d'avoir une autre normalisation. Comment sortir de cette normalisation en cascade? Vous savez, c'est un grand humoriste camerounais, Jean-Michel Kankan, pour ne pas le citer, qui disait que l'eau prend la couleur du vase qui le contient, je le cite. Donc, si vous avez des normalisations qui sont rattachées à l'échec, elles vont échouer. La solution pour que ça marche, c'est de changer de président, M. Jean-Bruno Tagné. C'est aussi simple que cela. Le point de chute du football, c'est logé à la présidence de la République. Ceux qui détruisent le foot, ceux qui s'enrichissent sur le foot, ceux qui entretiennent des prébendes dans le football, ils sont à la présidence, tout le monde le sait. Voilà la solution. Et j'espère que les footballeurs l'ont bien compris. Alors finissons cette émission par un petit aspect de votre vie privée. Vous êtes marié. Comment elle s'appelle déjà votre épouse? Muriel Peggy. Alors quelle Je place... pense que beaucoup de gens l'ont vu, on était ensemble au meeting de Douala. Alors quelle place occupera Madame Libye dans la scène politique camerounaise? Est-ce que vous la confinez à son rôle d'épouse qui reste à la maison, ou alors vous prévoyez des fonctions officielles pour la première dame, si jamais vous êtes élu? D'abord, moi je donne une place spéciale aux femmes, je l'ai dit. Élu, ce sera une dame Premier ministre. Donc, comme je vais réviser la Constitution quelques mois plus tard, pour un régime présidentiel, la vice-présidente sera une femme. Et je vais appliquer la parité. Et je considère que dans notre environnement, d'ailleurs je salue encore au passage les évolutions qu'il y a eu dans le code pénal, sur le renforcement de la pénalisation, notamment des hommes qui conduisent les femmes, qui les chassent des foyers et tout ça. Mais je crois que la femme continue à souffrir dans notre environnement de pesanteurs culturelles et traditionnelles énormes. La veuve, j'ai oublié de le dire, c'est la croix et la bannière. Je pense encore à Maman Bernadette que j'ai rencontrée récemment, quartier Liguefa. Je connais depuis des années. Son mari est décédé. 5 ans plus tard, elle n'a pas pu accéder à la pension retraite. C'est quand même incroyable. Quelle inhumanité. Les femmes continuent à souffrir de ça. Le mari meurt, on chasse, on arrache tous les biens. Voilà les réalités de cette condition à laquelle je m'attaquerai pour la sécuriser. Moi, la précarité, sortir le Cameroun de la précarité, c'est mon affaire. Mais pour revenir à mon épouse, je l'ai déjà dit, si mon épouse veut faire la politique, elle est libre de faire la politique. En revanche, la première dame qu'elle sera, restera l'enseignante qu'elle est. Elle ira travailler tous les matins, là où elle doit travailler. Ce n'est pas à la première dame d'assumer des fonctions sociales dans une société. Il y aura un ministère dédié à cela et je veillerai à ce que ce ministère fasse son travail. En revanche, si elle travaille bien, elle sera nommée, comme tout le monde. Si elle ne travaille pas bien, puisque moi je veux mettre en place une fonction publique de performance. Si elle n'est pas performante, elle ne sera pas nommée. Si elle veut démissionner pour faire la politique, volontiers je le lui accorderai. Peut-être même qu'avec un peu de chance, elle me challengera au bout de 5 ans. The last question in English, please. What kind of president do you want to be for Cameroonian? It is the last word. Quite simple. A human president. I take care of humanity. I take care of my compatriots. Thank you, sir, and good luck. Mesdames, Messieurs, c'était Face aux électeurs avec Cabral Libye. Rendez-vous en fin de cette semaine, probablement. Merci. Vous pouvez venir.